Alors c'est avec plaisir qu'on accueille aujourd'hui cette conférence autour du hip-hop. Je rappelle que cette conférence se passe dans le cadre d'une semaine à thème. Je vous invite au-delà de cette conférence à regarder un petit peu ce qui se passe sur les autres événements. Et pour ceux qui sont intéressés sur cette partie conférence, je rappelle qu'il y aura le même sujet samedi à 17h au 150 Galerie de l'Arlequin. Donc si vous avez envie d'apprendre, j'ai bien appris le planning, je l'ai eu il y a longtemps. Voilà. Donc merci en tout cas d'avoir proposé cette conférence ici, puisque nous, au niveau du UT, on ne fait que vous accueillir et merci. Donc je redis le titre, le hip-hop face aux inégalités et discriminations, de toutes sortes, hein, c'est d'ailleurs précisé, classe, race, sexe et géographie, race entre guillemets, et comme espace d'autodéfense populaire. Je laisserai Fabien présenter les invités. En tout cas, on vous souhaite une bonne conférence. Et puis, n'hésitez pas à réagir, ça sert aussi à ça, les conférences. Merci. Merci. Du coup, moi, c'est juste pour présenter l'association. Donc, nous, on est l'association Mixart, on organise ça aujourd'hui avec l'unité 2. Nous, on est l'association culturelle et éducation populaire basée à Grenoble. Du coup, on fait un festival, notamment cette semaine, sur les cultures hip-hop. Alors, il m'a semblé important et intéressant, déjà moi, parce que je suis un ancien étudiant du T2. Du coup, voilà, et j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais en formation ici. Et du coup, ça m'a semblé important, en fait, parce que le hip-hop, c'est la culture la plus populaire chez les jeunes, notamment dans les jeunes avec qui vous allez travailler plus tard, c'est avec des jeunes. Et du coup, c'est toute une culture très politique et très enrichissante et sur lequel on peut s'appuyer, je pense, pour notamment les intégrer, pour faire plein de choses, en fait. Mais ça, ils expliqueront mieux pour les intervenants. Et donc, du coup, voilà, il nous semblait important, en fait, pour les futurs travailleurs sociaux et des travailleurs en formation, de s'intéresser, d'approfondir particulièrement cette culture. Du coup, voilà, et je vais laisser les intervenants se présenter. Et merci à eux. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas pour l'accueil. On va vous présenter un petit peu comment va se dérouler l'après-midi, en tout cas tel qu'on vous le propose. Dans un premier temps, là, on va juste se présenter tous les trois pour que vous sachiez un peu qui nous sommes et d'où nous parlons. Ensuite, on vous propose de présenter quelques points de réflexion. Donc on vous soumet, qui sont bons à prendre si vous les pensez pertinents et jeter à la poubelle si vous pensez que ça ne l'est pas. Et puis ensuite d'avoir un premier temps de discussion et de débat pour échanger ensemble, soit à partir de ce qu'on a dit, soit d'autres enjeux que vous percevez vous-même et que vous souhaitez mettre à contribution dans l'espace collectif. Là. Ensuite, on aura une deuxième salve d'enjeux, pareil avec un moment de débat, et en fonction du temps qui passe et si l'énergie est encore là, on aura un troisième temps d'enjeu qu'on vous proposerait en tout cas à la fin. Peut-être un premier élément de distinction là, par rapport à cet après-midi, on est un peu en format... effectivement, là, on est à la table avec de l'apport de contenu et du débat après. Samedi, a priori, on sera vraiment beaucoup plus davantage sur un forum, y compris avec les habitants, les acteurs du mouvement hip-hop et des militants qui seraient présents. Donc les parties apport de contenu de part seront très légères pour plutôt laisser place aux réflexions directes qui viennent des personnes qui seront présentes au débat. Donc a priori, il y aura peu de redites, je crois. Alors du coup, je commence sur l'espace présentation. Donc moi je m'appelle effectivement Jessie Cormon, mon titre de noblesse, mon métier là c'est sociologue. Je suis sociologue pas à l'université, même si maintenant je donne quelques cours de sociologie à la fac pour des personnes qui se destinent à la travail de la santé et du travail social. Je suis aussi formateur de travailleurs sociaux dans des écoles éducateurs spécialisées. Et donc je suis inscrit dans un courant qui s'appelle l'Action Recherche en sociologie, et qui a un pied dans la recherche, ok, un pied dans la formation, d'accord, et puis qui a des moments d'un pied directement dans l'action, où nous-mêmes on est à l'initiative de l'élaboration, soit d'ateliers d'éducation populaire ou d'auto-éducation populaire, soit de la mise en place d'actions, y compris d'actions collectives et de lutte avec des habitants et aux côtés d'habitants des quartiers populaires qui se battent contre les discriminations et pour leurs droits. Donc ça c'est un premier point d'ancrage, dans lequel, dans mes différentes pratiques, en tout cas, le hip-hop a sa part d'apport à ces combats pour l'égalité et l'émancipation. Deuxième point d'ancrage, parce que du coup ça vous donnera aussi une idée de comment, en tout cas moi, et comment on se propose aussi d'aborder les choses de cet après-midi. Comme vous le savez peut-être, nos propres histoires personnelles, sociales et familiales contribuent parfois à façonner notre regard sur le monde, nos sensibilités, nos coups de colère, nos coups de cœur.
et y compris notre éthique et notre démarche professionnelle aussi, qui est marquée par notre propre histoire. Du coup, pas pour faire un grand CV, mais juste pour donner un premier point d'ancrage. Moi, je suis issu de ce qu'on appelait la classe ouvrière des mines. Je suis un petit-fils de mineur de fond près d'Hénin-Beaumont. Du coup, les thématiques d'inégalité de classe et de mépris de classe qu'ont parfois les classes moyennes et les classes supérieures vis-à-vis des cultures populaires, des savoirs populaires et des conditions ouvrières, paysannes et pauvres, etc. C'est quelque chose qui a forgé mon regard. Deuxième élément, je suis issu de l'immigration. Donc peut-être que parfois je ferai des fautes de français involontaires, là c'est un peu fait exprès, mais du coup je fais exprès de dire issu de l'immigration parce que du coup je fais partie d'une immigration qui a été blanchie et nationalisée. J'ai des racines polonaises, italiennes, il y a des Belges, etc. Puis maintenant il y a des Marocains et des Algériens dans la famille, mais globalement je suis blanc. Et du coup blanc avec des guillemets, c'est-à-dire simplement une personne qui échappe aux discriminations racistes, voire même qui bénéficie du fait que d'autres soient discriminés. C'est ça qui fait de moi un blanc et non pas une couleur de peau, puisque comme vous pouvez le voir, blanc c'est pas une couleur de peau. On est plutôt en général beige, rose, et ceux qui font de la peinture, ils savent qu'il y a un peu de bleu et de vert pour que ça donne à peu près ça. Troisième élément, du coup, je suis un homme hétérosexuel, donc qui a grandi dans une société sexiste et machiste et homophobe comme est la société française. Et du coup, depuis tout petit, cette fois-ci, j'ai non pas expérimenté la domination du côté des dominés, mais donc la domination du côté des dominants qui bénéficient d'un système social sexiste et qui frappe chaque jour la moitié, en tout cas, des personnes qui vivent dans notre pays. Donc en tout cas, cette histoire-là et cet ancrage-là contribuent à forger un regard et une attention sur les questions des injustices, notamment dans les quartiers populaires. Et puis le dernier élément sur mon rapport au hip-hop, c'est que le hip-hop, ça a fait partie des courants, en tout cas, artistiques et culturels, populaires, qui m'ont permis de me remettre debout. Et donc du coup, j'ai été pratiquant du hip-hop, on va dire ça comme ça, d'une certaine manière à une époque, je ne vais pas le détailler, et puis d'une autre manière maintenant, mais voilà, le hip-hop, ça fait aussi partie de mon parcours. Et le croisement de ces 3 points d'ancrage, du coup, alimenteront la réflexion que je vous propose, que je vous proposerai quand ce sera à moi de parler. Je vous remercie. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Audrey. Et pour me présenter très rapidement, après je vais laisser la parole à Ismaël. Du coup, je suis étudiante comme vous. Je suis étudiante en sociologie. Et à côté, je travaille. Et du coup, je travaille dans une compagnie artistique qui a été créée il y a à peu près 5 ans, par lui, par Ismaël. Et du coup, moi, dans cette association, on a créé... En fait, c'est une association artistique où on a eu une volonté de travailler sur les mémoires. Donc, il vous en parlera un peu plus, Ismaël, donc sur les mémoires ouvrières, de l'immigration, les mémoires féminines et féministes, voilà. Et du coup, le but, moi, c'est de gérer le pôle. On a créé un pôle de recherche sociologique et d'action recherche, un peu comme vous expliquait Jessie. Et du coup, moi, je mène ce pôle-là à l'intérieur de la compagnie. Donc, on travaille directement en collaboration avec les artistes de la compagnie, donc des artistes, des éducateurs. Moi, il y a une étudiante en sociologie. Et le but, c'est de faire tourner les savoir-faire, de ne pas créer des experts, mais de faire tourner les savoir-faire et de travailler directement avec les publics qui sont eux-mêmes acteurs de leurs histoires, de l'histoire et de l'expertise sociale qu'ils peuvent faire de la société et de leur parcours et de leur trajectoire. Donc voilà. Donc la compagnie s'appelle la compagnie Trou de Mémoire. Et vous pouvez aller regarder un petit peu ce qu'on fait. On a plein d'activités différentes, d'éducation populaire, des créations artistiques. Voilà, je vais laisser Ismaël se présenter. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui. Ouais. Parle fort. De quoi? On n'a plus le temps. Déjà, vous êtes loin? Comment ça fait que vous êtes mis tout au fond comme ça? C'est un réflexe, ça. Je suis myope, moi, je vois pas. Les étudiants, ils se mettent forcément au fond, c'est ça? D'accord. Oh, c'est ça. Ok. Bon. C'est bizarre, hein, mais dans les concerts, on demande aux gens de se rapprocher, mais bon, on va faire ça, vous avez l'air bien assis, bien confortable, et en plus vous êtes en train de digérer. Ok, alors moi je m'appelle Ismaël, du coup, et je suis rappeur. Mon nom de scène c'est Ismaël Métis. Qu'est-ce que je peux dire? Du coup, je suis, comme l'a dit Audrey, j'ai créé une compagnie qui s'appelle la compagnie Trou de Mémoire, où en gros on est deux membres fondateurs, un travailleur social et un artiste, donc moi-même, parce qu'on avait envie un peu de lier ces deux plans-là.
au service de l'éducation populaire et de ce qu'on avait envie d'en faire. Du coup, ce qu'on fait en gros, notre activité à l'année, on en parlera un petit peu plus après parce qu'il y a un des points que je vais développer qui en parle, c'est qu'en gros on crée de la matière artistique, donc des spectacles, on fait des ciné-débats, on écrit des chansons, on écrit des bouquins avec les gens, on fait écrire surtout, à partir des mémoires, donc des mémoires des territoires sur lesquels on est et des populations qui les peuplent. Et particulièrement, on aime bien se concentrer, parce que ça c'est un peu notre côté caillou dans la chaussure, on aime bien se concentrer sur les mémoires qui sont tues, ou qu'on a fait taire, à savoir les mémoires des immigrations, les mémoires ouvrières, les mémoires des luttes sociales et les mémoires féminines, qui sont souvent des mémoires féministes. Voilà un petit peu, et puis comme je l'ai dit, je fais du rap depuis une grosse dizaine d'années. Je suis originaire du nord de la France moi aussi, même si j'ai pas mal bougé un peu partout en France. Et j'ai sorti une mixtape et un album un petit peu après avoir commencé. Et là, il y a mon deuxième album qui sort dans 7 jours. Ouais, c'est cool. Ah non, on pourrait pas l'acheter. Bah si, tu pourras l'acheter bien. T'achètes des CD toi encore? Ouais. Sérieux? Ok. Bon bah, tu me donneras ton adresse. On fera ça. Et ouais, vous pourrez écouter. Et d'ailleurs, je joue samedi aussi, moi, après, avant la table ronde, en fait. Je fais un petit concert gratos samedi au quartier de la Villeneuve, c'est ça? Au quartier de la Villeneuve, avec la Batukavi. Et il devait y avoir un artiste et activiste congolais qui s'appelle Martial Panucci, mais qui n'a pas eu son visa. Et moi, j'ai pas eu besoin de visa pour venir du Nord. Donc, je serai là. Normalement, il pleut pas. Donc, j'espère que vous serez là. Et qu'on sera au moins aussi nombreux et nombreuses. Mais en attendant, on a d'autres trucs à vous raconter. On fait dans quel ordre? On refait le moment, ça te va? Ah bah allez en fait. Allez, c'est parti. Allez. Alors du coup, le premier temps de réflexion qu'on vous propose, c'est un petit état des lieux sur les lieux où en partie émergé, où se sont sacrément développés du coup les courants des mouvements hip-hop, du mouvement hip-hop. C'est important de rappeler cette question du contexte du territoire, ou en tout cas des lieux sociaux dans lesquels se développe ce mouvement-là. Donc souvent dans les quartiers populaires, les banlieues, dans d'autres pays, ils ont éventuellement d'autres noms. Mais en tout cas, c'est des territoires, mais c'est plus que les territoires, c'est surtout qu'ils sont marqués effectivement par la condition ouvrière ou la condition paysanne pauvre, et qui sont aussi souvent marqués par des diasporas, des exils et des immigrations un peu partout dans le monde. Alors le hip-hop s'est pas développé à la même période dans chacun des pays du monde, mais assez souvent un peu partout dans le monde. Quand on regarde les lieux sociaux où le hip-hop prend racine, s'émerge et devient une des pratiques populaires, même quand le hip-hop vient de l'extérieur, qu'il a été importé par les médias ou par d'autres ficelles du partage des cultures, on va dire ça comme ça, ou de l'imposition des cultures aussi parfois. C'est toujours dans ces territoires marqués par plusieurs facteurs et degrés d'injustice et d'inégalité. Deuxième élément qu'on voulait préciser, c'était aussi de rappeler que le hip-hop est une des cultures qui fait suite aussi à d'autres formes culturelles. Pour le dire comme ça, à chaque époque de son temps et dans chaque contexte historique ou géographique, les peuples du monde ont tendance à avoir des inventions de culture, créer des cultures comme des formes de réponse au monde, de réponse à leurs conditions d'existence, qui sont parfois malheureuses ou heureuses, qui sont parfois égales ou inégales. En tout cas, la culture est toujours une façon d'être au monde et une façon d'avoir prise sur un monde qui nous prend parfois, pour le meilleur ou pour le pire. Et du coup, le mouvement hip-hop, finalement, là, quand on revient dans le mouvement dans la situation française, c'est aussi finalement un mouvement qui émerge à la suite d'autres courants musicaux, artistiques, culturels. Permettez-moi d'être un peu caricatural, mais du coup, finalement, à l'accordéon à moustache qui chante des chants ouvriers révolutionnaires de lutte du 19e siècle jusqu'aux années 50-70, s'est succédé aussi du jazz, alors pas forcément le jazz d'aujourd'hui qui est plutôt un jazz des classes dominantes, mais le jazz du coup quand c'était une culture populaire et une culture noire, et un des éléments des cultures noires. Pareil ensuite sur les autres mouvements comme le rock, le punk, du coup le reggae, le ska, la funk, c'est toujours des musiques
Ça, pour ceux qui sont un peu intéressés par ces parallèles entre les mouvances culturelles, il y a un assez beau documentaire d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Thorne, qui avait écrit 93, qui a réalisé 93 La Rebelle, et dans lequel il montrait que, notamment en Seine-Saint-Denis, du coup, il y a une succession d'histoires musicales et qui se succèdent en fait à des bouts d'histoire des luttes des habitants, et notamment de la jeunesse la plus précarisée, qui à un moment donné ne se retrouvant plus dans les formes de culture de son époque, qui ne répondent plus à ses aspirations et notamment à sa rage ou à son besoin de liberté ou de révolte, du coup réinvente successivement, historiquement, génération après génération, des nouveaux modes de culture. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que le documentaire montre aussi qu'à chaque époque, chaque génération, chaque jeunesse fait face à des formes de mépris, de discours sur cette jeunesse qui est écervelée, barbare, sauvage, violente, et que c'est une récurrence en fait, et que souvent quelque part les rockers d'aujourd'hui oublient aussi que dans l'histoire, en fait, la manière dont ils traitent, quand certains sont méprisants vis-à-vis du hip-hop et du rap, en fait, ils traitent le rap et le hip-hop avec les mêmes regards méprisants, enfermants que ne l'était traité leur propre discipline artistique à une époque où elle était un peu plus rebelle que ne l'est le rock aujourd'hui. Je vais essayer de pas trop vous assommer, mais je vais quand même jouer au sociologue un petit peu là. Alors, pour rappeler quelques-uns des chiffres, quand on parle d'injustice, je pense en tant que travailleurs sociaux et travailleuses sociales, vous devez en rabâcher pas mal quand même de l'état des contextes dans les quartiers où vous risquez d'intervenir, où vous allez avoir la chance d'intervenir, et que c'est des contextes marqués par des duretés. J'aimerais quand même faire un petit rappel, petit rappel pour ceux qui savent déjà, et une information pour ceux qui ne le savent pas encore, parce que parfois on a tellement de chiffres qu'on ne se rend plus bien compte de ce qu'ils veulent dire, ces chiffres de discrimination et d'injustice. Dans le rapport de l'ONG Oxfam sur la question des inégalités de classe, je vais commencer par celle-là. L'ONG Oxfam, en janvier 2017, produisait des chiffres sur l'état des inégalités dans le monde. Donc peut-être que vous l'avez vu passer cette information, peut-être pas. Mais du coup, dans l'année 2016, il était indiqué que les 1% des plus riches de la planète possédaient à elles seules 50% des ressources et des richesses mondiales. 20% des plus riches de la planète possèdent à elles seules 94,5% des richesses mondiales. Pour lire la statistique à l'envers, 80% de la population, dont a priori nous faisons partie, se partageons 5,5% des richesses mondiales. Pour ceux qui veulent des infos sur les sources que je viens de citer, je pourrais les donner un peu plus tard en off, histoire de ne pas trop vous alourdir le temps de parole avec trop de détails. Sur la question de la richesse, on en est là. Deuxième élément, un autre chiffre des inégalités, pardon. En tout cas, ce fait qu'on soit 80% à se répartir 5,5%, ça crée aussi un peu une société un peu tendue, où il y a une concurrence exacerbée, des tensions assez fortes pour l'accès à la vie et parfois à la survie. Autre élément de chiffres, toujours sur la question des rapports sociaux de classe, là, les chiffres sur le chômage, je ne sais pas quel est l'état de votre source d'information, mais la plupart d'entre nous, on entend des chiffres des moyennes nationales. Et je vous invite toujours à vous méfier des moyennes. Les chiffres nous disent des choses, mais les chiffres sont une histoire que l'on raconte, et donc parfois ils masquent une autre histoire. Se méfier des moyennes, un petit cours d'autodéfense citoyenne, un petit cours d'autodéfense populaire sur l'usage des statistiques dans la société en général. Si aujourd'hui, admettons qu'on ait la chance de gagner tous le SMIC, chaque personne, par tête gagne le SMIC par mois, il suffit d'un milliardaire qui rentre dans la salle pour que la moyenne explose et qu'on devienne statistiquement un quasi-millionnaire. D'accord ? Donc un individu qui rentre, ça change la moyenne, mais votre porte-monnaie, il est toujours aussi faible. Ok ? Donc les moyennes cachent des choses. Sur la question du chômage, on est en général entre 9, 10, parfois 11% de chômage au niveau national en France. L'INSEE, en 2013, a produit des statistiques un peu plus fines sur les territoires et montre que sur certains territoires, quand je dis territoire, c'est des quartiers ou des bouts de quartiers, ils appellent ça l'IRIS au niveau de l'INSEE, on atteint des taux de chômage, et donc là, pour ceux qui ne le savent pas, accrochez-vous, des taux de chômage qui ne sont pas à 10%, qui sont à 20% de la population, 30% de la population, 40% de la population, 50% de la population, 60% de la population, 70% de la population et jusqu'à 72,7% de la population au chômage. Ça crée un autre rapport à l'avenir et au monde quand on habite dans un territoire à 70% de taux de chômage
en moyenne. Sur les questions de discrimination raciste, 2 chiffres, parce que pareil, on entend parler de racisme et discrimination, parfois en tout cas dans le cas français, on est encore malheureusement dans des situations où des personnes ont du mal à admettre la brutalité et la violence du racisme systémique dans notre pays. Dans une enquête du Bureau international du travail en 2008, avec la DARES en France, qui est un autre organisme qui produit des statistiques, donc le BIT, c'est un organisme officiel, hein. C'est pas des militants de mauvaise foi qui exagéreraient la réalité à des fins politiques. Je suis ironique quand je dis ça. L'enquête qu'ils ont fait, ils ont fait une enquête pour demander aux employeurs et essayer de mesurer les probabilités de discrimination des employeurs. Et dans l'enquête, 4 employeurs sur 5 affirment et assument qu'à candidature égale, CV égal, en ayant des candidats compétents qui correspondent au poste, etc., les employeurs affirment, 4 employeurs sur 5, qui préféraient embaucher un candidat blanc à un candidat noir, ou un candidat non blanc, qui n'appartiendrait pas au groupe majoritaire. Autre élément sur les questions de la police et du harcèlement, policiers, contrôle aux faciès, etc., ça je pense qu'avec malheureusement l'affaire Théo, Louaka et Adama Traoré, c'est devenu un petit peu plus... on a repris conscience du phénomène, là où pendant trop longtemps, quand les familles de victimes alertaient sur la situation, ou quand les jeunes de quartier, entre guillemets, alertés sur la situation, on n'écoutait pas la valeur sociale de leurs paroles, on ne la considérait pas. Aujourd'hui, on se rend compte de l'aspect systémique des violences policières, et notamment pas seulement parce qu'elles frappent des jeunes de classe populaire, mais aussi parce qu'elles frappent des jeunes qui subissent en plus les discriminations racistes. Et sur le dernier point, puisque sur la question de la discrimination sexiste et de l'inégalité sexiste, pareil, on a une petite ouverture, je ne sais pas pendant combien de temps elle va rester, cette ouverture sur la dénonciation du patriarcat et du sexisme, avec depuis l'affaire Weinstein et une série de libération de la parole sur les pratiques de harcèlement dont on se rend bien compte qu'elles sont beaucoup plus massives que ce que certains pensaient en tout cas jusqu'à présent. Le sexisme frappe particulièrement les quartiers populaires, et donc je ne vais pas prendre les questions des violences conjugales parce que c'est un faux indicateur. Les violences conjugales, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, frappent également toutes les femmes de toutes les classes sociales, y compris les femmes de classe sociale supérieure. La question des viols, c'est la même chose. Il n'y a pas plus de viols dans les quartiers populaires et banlieues qu'il y en a dans les classes supérieures. Et vous, chez les classes moyennes, cultivées, qui ont fait des études, etc. Mais par contre, ce qui est plus violent et brutal pour les femmes de classe populaire, et plus encore quand elles sont immigrées, c'est par exemple les questions d'exposition à la surprécarité de ces femmes-là. La précarité en France, en fait, elle est surtout féminine. 80% des femmes sont précaires dans ce pays. Et puis bon, je ne vais pas développer les autres éléments. Mais en tout cas, du coup, les territoires en France où le hip-hop devient un des lieux de culture où se développe, permet de s'exprimer toute une partie de la jeunesse, et pas que la jeunesse d'ailleurs, elle s'inscrit aussi sur ce décor social-là, frappé par des formes d'injustice d'une part, mais aussi des lieux où, envers et contre ces formes de violence sociale inégalitaire, contribuent à se maintenir des formes de dignité populaire, de fierté de soi et d'amour de soi malgré tout ce qui pousse à la honte et à la haine de soi, et des formes de solidarité, effectivement de résistance, dont va vous parler effectivement Audrey maintenant. Donc du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quel a été le rôle du hip-hop, pourquoi il est arrivé, pourquoi il a été nécessaire pour une partie de la population, pour une partie de la population qui la pratique, et du coup, il est important que qu'on ait ensemble le contexte social dans lequel va s'inscrire ce mouvement, parce que le contexte social fait que nous sommes dans une société où s'articulent des dominations et où les individus qui habitent dans cette société vivent de plein fouet cette domination. Et donc ça veut dire en gros on part pas tous de zéro, même à la naissance on part pas tous de zéro. On part avec un patrimoine, quand on a des parents qui ont un patrimoine, donc on part avec des facilités pour faire des études, pour réussir à accéder aux ressources, pour avoir les codes sociaux dominants qui vont faire qu'on va réussir dans la société. On part avec le fait qu'on soit touché que par les questions de classe. Et si on est touché par les questions de classe et les questions raciales, c'est-à-dire si on a un arabe en France qui est dans un quartier populaire, et ben on est traversé par plusieurs dominations qui vont faire en sorte que les inégalités vont s'accumuler, et donc notre précarité va aussi s'accroître.
et dont aussi la question de genre qui est importante parce que dans les études dont vous a parlé Jessie, donc vous pouvez l'étude dont il vous a parlé là de la BIT là, elle s'appelle Théo, elle s'appelle Trajectoire et Origine. Donc vous pouvez aller vous la chercher vous-même, parce que pour les travailleurs sociaux c'est très intéressant parce que vu que les statistiques ethniques sont interdits en France, et ben c'était une des manières par des testings avec les prénoms, avec les noms, de pouvoir essayer de pouvoir peser un peu en France quelle était la grandeur des inégalités raciales, quelle était la grandeur des inégalités de classe et quelle était la grandeur des inégalités de sexe. Donc ils ont montré les chiffres sont quand même super parlants et donc en fonction dans cette société, si on est une femme, si on est riche ou si on est pauvre, enfin si on est une femme ou un homme, si on est riche ou on est pauvre et si on est blanc ou on est non blanc, on va être traversé par différentes inégalités. Et donc du coup, comment on va pouvoir résister et se défendre et pouvoir exister même dans une société qui produit des inégalités et par lesquelles on est frappé. Et bien du coup, le hip-hop, ça a été un mouvement qui a permis ces milieux sécurisés où ça nous permet de s'exprimer et d'apprendre à résister, à s'autodéfendre par l'art. Donc voilà, l'art c'est un des moyens et le hip-hop ça a été un art qui est un art de dominer parce que c'est un art qui regroupe des catégories sociales majoritaires, donc elles sont reprises par les catégories dominantes, elles sont reprises, on a des catégories dominantes dans les quartiers dominants qui font du rap, mais elle a été importante, elle a été surtout parlante pour les personnes issues de l'immigration, pour les classes populaires, pour les classes ouvrières, parce qu'elle a permis à un moment donné de faire exprimer une parole qui était silenciée dans la société, une parole qui était silenciée, qui était méprisée, et de pouvoir raconter les différentes discriminations, les différentes problématiques par lesquelles on est traversé quand on vient de ces populations et quand on vient de cette frange-là de la société. Et donc du coup, c'est un endroit où on dit résistance et autodéfense parce que c'est un endroit déjà où on se sent en sécurité parce que les gens sont traversés par des problématiques qu'on traverse nous aussi. Donc du coup, c'est un endroit où on peut échanger en toute sécurité et surtout, c'est un endroit où du coup, on va pouvoir se créer, s'affirmer, s'auto-affirmer et pouvoir se créer ses propres codes. Codes qui ne seront pas les codes justement de la société dominante, codes qu'on doit appliquer dans tous les endroits de la société, parce qu'un peu quand on se lève le matin, c'est comme si on va devoir revêtir un peu l'habit en fonction de dans quel endroit on va se retrouver. On sait que si on va se présenter à un travail, même à l'école, même la scolarité, vous pouvez lire plein d'ouvrages sur les inégalités face à la scolarité, et le fait que les inégalités, les milieux scolaires, c'est la reproduction des codes dominants. Voilà, vous allez apprendre quoi comme art, vous allez prendre quoi comme histoire. Certainement pas les histoires silenciées, ouvrières des quartiers populaires, certainement pas ça, certainement pas les arts, vous allez apprendre les arts dominants, certainement pas le hip-hop au collège ou quand on va vous amener au musée, ça va pas être aller écouter un concert de rap. Donc voilà, ça va être pouvoir exprimer les problématiques qui nous traversent à travers un art, et le hip-hop a été cet art où vous pouvez parler, vous pouvez exister et on pouvait justement, c'était un peu un vecteur de la parole qu'on n'avait pas dans la société et du coup avec ses propres codes et d'ailleurs on peut même discuter de ces codes justement, qui sont les codes puisque les personnes qui la pratiquent sont des personnes majoritairement issues des quartiers populaires, qui sont majoritairement issues de l'immigration parce que les personnes issues de l'immigration, de par leur précarité, sont issues des quartiers populaires aussi et de par la manière dont ils vivent les discriminations cumulées. Et donc du coup, ça a été la manière de pouvoir exprimer et de devenir un nous un peu qui s'est construit contre un eux, donc une contre-culture, c'est-à-dire une culture qui est là pour apprendre à lutter et à résister à la culture dominante qui chaque jour nous écrase et chaque jour nous silencie. Et donc du coup, on n'a pas l'air comme ça n'a pas l'air comme ça, mais ça a été un vecteur de beaucoup de valeurs, et les valeurs qu'on peut retrouver dans les classes ouvrières ou dans les classes populaires, c'est des valeurs qu'on va retrouver aussi dans cet art. Par exemple, vous allez pouvoir retrouver dans cet art le battle. Est-ce que vous pensez que c'est anodin le fait qu'on s'exprime sous forme de battle? Est-ce que ça pourrait pas être une façon ça pourrait pas être un outil qui nous permet après le battle, parce qu'on se bat dans toute amitié avec des gens qui partagent les mêmes codes que nous, avec lesquels on doit avoir des valeurs, on doit pas dépasser certaines limites, avec lesquelles on a des codes pour les pratiquer, mais du coup le battle on le vit aussi dans la société, parce que se battre tous les jours contre les inégalités, c'est un battle aussi. Et donc du coup,
comment les milieux hip-hop, comment le mouvement hip-hop a été un moyen de résistance. Ça a été un moyen d'apprendre à se battre aussi en interne, de manière sécuritaire avec les nôtres, pour pouvoir mieux se battre ensuite contre une société égalitaire et contre toutes les inégalités qui nous tombent dessus en fonction de où on se situe dans le champ social. Donc en fonction de si on est une femme, en fonction de si on est une femme arabe ou noire, en fonction de si on est une femme ou un homme riche, voilà, on n'est pas traversé par les mêmes problématiques. Et donc du coup, c'est aussi un milieu d'apprentissage de système D, et où on vient avec nos problématiques individuelles, et où se construit des problématiques où on se rend compte qu'on est collectivement touché par les mêmes situations, par les mêmes inégalités, et on cumule, pour certains, les mêmes inégalités. Et donc du coup, c'est le passage un peu du jeu, de ma problématique de dominer, de ma problématique de je vis des inégalités, où on vit des inégalités et où on se regroupe pour mettre notre parole en pratique, pour montrer, pour expliquer, pour pouvoir exprimer ce qui est silencieux habituellement. Et ben c'est un lieu où on peut exprimer ce que d'habitude on n'exprime pas. Et du coup se construit tout un nous, où on a nos propres valeurs, comme je vous l'ai dit, et surtout nos propres systèmes D. Et où on apprend aussi, c'est un vrai endroit d'apprentissage, parce que où on apprend, et pas seulement à s'autodéfendre et à pouvoir se défendre en dehors même de ce milieu, mais aussi on apprend des nouvelles connaissances. Donc par exemple, les systèmes D, comment on va pouvoir monter une association, comment on fait pour faire un concert quand on n'a que dalle, pas une thune, et qu'on a envie de monter tout ça, comment ça se fait, on apprend, c'est ça l'éducation populaire aussi, on s'apprend entre nous des systèmes pour pouvoir réussir à passer entre les filets des inégalités un petit peu. Donc voilà, ça va être autant économique, que ça peut être pratique, que ça peut être des vrais savoir-faire, je sais pas, des vrais savoir-faire, écrire, voilà, c'est des vrais partages de culture pour créer une culture qui va être une contre-culture. Mais du coup, la question qui se pose, c'est cette culture. Contre-culture, c'est une culture, quand on dit contre-culture, c'est contre qui, c'est contre quoi, c'est comment, de quelle manière elle s'exprime. Donc contre qui et pourquoi on est obligé de créer une contre-culture pour se battre contre des codes dominants. C'est parce que nos codes à nous sont silencieux, dominés et méprisés. Donc voilà, c'est important de recontextualiser de quelle manière a pu émerger le mouvement hip-hop, et surtout pourquoi il a été important pour une partie de la population, et quelle est cette population, la population issue d'immigration des quartiers populaires, et une population qui est touchée par nombreuses discriminations cumulées et qui s'articulent. Donc voilà, c'était un peu le contexte de pourquoi l'émergence du hip-hop s'est fait, et pourquoi on la rattache souvent à certaines personnes de la population, à certaines franges de la population, parce que justement, c'est une contre-culture qui s'exprime et qui va contre les codes de la culture dominante. Voilà. Ok, alors, après moi, on va passer à une première salve de questions-réponses, s'il y a des questions, et s'il y a des réponses. Et du coup, moi, je vais vous parler du rapport entre le hip-hop, ou du rapport qu'entretient le hip-hop avec la mémoire, en tout cas avec les mémoires. Parce que moi, j'aime bien être précis et parler des mémoires, parce que si on parle de la mémoire avec un grand M, c'est comme si on n'avait qu'une seule, et c'est comme quand on parle de la culture. Dire que les gens peuvent avoir accès à la culture, défendre la culture, on travaille dans la culture. C'est comme s'il n'y en avait qu'une seule, alors que bien évidemment, il y a plein de cultures. Et en général, quand on dit la culture, on a même tendance à réduire aux cultures dominantes ou à la culture dominante. Du coup, hip-hop et mémoire. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça et pourquoi on a décidé de mettre ce thème à l'ordre du jour. Parce que le hip-hop, comme l'a dit Jessie tout à l'heure en intro, c'est pas tombé du ciel, c'est pas tombé de n'importe où. Alors sans aller jusqu'à la mythification que peuvent faire certains en disant que le hip-hop a toujours existé et que c'est la première chose qu'ont fait les hommes préhistoriques. On dit ça, hein, mais il y a des membres de la Zone Nation qui disent ça aux États-Unis, qui disent que la première chose qu'ont fait les hommes préhistoriques, l'être humain quand il est devenu un être humain, c'est de bouger, de se mouvoir, et du coup c'est la danse, puis après ils ont commencé à sortir des borborigmes en rythme, et puis du coup c'était un peu du rap, et qu'après il y avait les peintures rupestres, et du coup pourquoi pas assimiler ça à signer son nom, taguer, graffer, pourquoi pas, ça peut être intéressant comme... je crois pas qu'ils avaient de platine DJ, mais bon,
On sait jamais. Du coup, cette histoire de connecter le hip-hop aux mémoires, parce qu'en fait, très rapidement, dès que le mouvement hip-hop s'est créé, alors on peut parler plutôt, je pense qu'on sera plus précis en parlant de mouvement que de culture pour définir le hip-hop. Et dès que le mouvement hip-hop est arrivé, on va essayer de le placer comme la plupart des historiens le placent, on va dire fin ou début des années 70, Bronx, Brooklyn, en tout cas les quartiers populaires de New York. Dès ce moment-là, il y a une appropriation de l'histoire, c'est-à-dire que on rappe, en tout cas les MC, ceux qui prennent le micro et qui commencent à parler en rythme, et ce qu'on appellera plus tard du rap, ils commencent déjà à le faire même si c'est pour s'enjailler, à avoir à connecter leur texte et ce qu'ils vont raconter et ce qu'ils vont dire avec ce qui se fait socialement. Et ce qui se fait socialement est l'héritage de personnes comme Malcolm X, comme Martin Luther King, qui sont juste morts 10 ans avant. 10 ans avant, c'est juste la veille, quoi, en fait. Des gens qui sont morts 10 ans avant, on dirait qu'ils sont morts hier, et leur héritage est encore là. Et du coup, très vite, les premiers rappeurs et les premières rappeuses, dès qu'ils vont commencer à écrire des textes et à ne plus être dans l'improvisation juste pour faire des battles ou juste pour animer des soirées, il va y avoir des thèmes sociaux. Et dans ces thèmes sociaux, forcément, ils vont reprendre les discours politiques qui ont été ceux dans lesquels ils ont été versés. Par exemple, un des meilleurs exemples et un des meilleurs symboles de ça, c'est Tupac, qui est né en prison. Et il est né en prison parce que sa mère était une militante Black Panther et qu'elle était enfermée à cause de son activisme. D'ailleurs, c'est aussi le neveu de Assata Shakur, qui fait partie de, vous savez, ces fameuses petites poignées de militants noirs américains qui se sont échappés des States et qui ont pris l'asile politique à Cuba encore aujourd'hui. Et du coup, en étant enfant de cette histoire-là, forcément, en fait, ça allait transparaître dans leur texte. Ça transparaissait aussi dans la musique, parce que très vite, pareil, hein, le rap a dû se créer une propre musique et ne pas juste poser sur les disques de funk en soirée. Et ce qui a été utilisé, c'est la technique du sample. Donc la technique du sample, c'est de prendre je sais pas en fait à quel point je vais me prendre pour des neuneux si je vous explique ce que c'est le sample, mais il y a certainement des gens qui savent pas. Et du coup, même s'il y a une seule personne, au moins je le dirai, on saura de quoi on parle. La technique du sample, c'est de prendre un échantillon, donc sample c'est échantillon en anglais, c'est de prendre un échantillon d'une musique. La plupart du temps, c'était les vinyles qu'ils avaient à leur portée parce qu'il n'y avait pas internet. Et du coup, les vinyles qu'ils avaient à leur portée, c'était les vinyles de soul, de funk, beaucoup de James Brown. Ils ont juste pillé James Brown dans tous les sens. Et du coup, on le met en boucle. Tiens, ce passage-là, il est bien, c'est ce qu'on appelait le breakbeat. Du coup, c'était le passage qui a été fait pour danser. Ce passage-là, il est bien, on va le mettre en boucle. Et puis, comme il est rythmé, on va commencer à parler dessus. Et parler dessus en rythme, c'est ce qui est devenu plus tard le rap. Et du coup, en disant des textes sur les disques de leurs parents, il y avait forcément une connexion avec le vécu de leurs parents, avec qui étaient leurs parents, avec ce que racontait James Brown ou les autres artistes qui étaient samplés. Et du coup, forcément, encore une fois, ça se sentait à la fois dans les textes et dans les façons de faire. Alors là, on est aux États-Unis dans les années 70, 80, voire 90 avec Tupac, mais évidemment, c'est encore le cas aujourd'hui, et y compris ailleurs qu'aux États-Unis. En France, notamment, on a par exemple Medine qui a toute une série de textes qui s'appelle Enfant du destin, où il raconte un peu, voilà, il a pris Enfant du destin, le premier c'était David, donc ça raconte une histoire d'un type qui habite en Palestine. Ensuite, Enfant du destin, Kunta Kinte, où il raconte l'histoire de Kunta Kinte, esclave qui s'est échappé, et puis après qui s'est fait attraper, etc., qui a donné naissance à un roman qui s'appelle Racine, roman de Alex Haley, etc. Il y a plein de thèmes qui ont été utilisés comme ça. Enfin, plein de fois, le hip-hop a été utilisé à des fins mémorielles, à des fins de transmettre la mémoire, de transmettre qui on est, et si on sait qui on est, cette fameuse phrase bateau, mais qui en vérité n'en est pas une, de si on sait qui on est, on peut savoir où on va, en sachant qui on est, et pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient, etc. Et du coup, nous, en tant qu'héritiers de cette histoire, en tant que hip-hopper, que rappeur ou autre, d'ailleurs, parce que les danseurs ont aussi utilisé des techniques qui existaient avant eux, Michael Jackson le premier, d'ailleurs.
Et du coup, en tant qu'héritier de ces histoires, vers le déclic en France, certainement que ça a été les révoltes des quartiers populaires en 2005. Du coup, en 2005, ce qu'on appelle les émeutes, du coup, après Ziad Bouna, il y a 300 quartiers en France qui crament pendant 3 semaines. C'est juste un phénomène exceptionnel. Et en fait, à ce moment-là, il y a une prise de conscience d'un peu tout le monde, à la fois une prise de conscience du monde politique, même si ça a été inscrit sous les déclarations hardcore de Sarko à l'époque, qui disait qu'il fallait nettoyer tout ça au Karcher. Il y a aussi une prise de conscience de la part des activistes et de la part des gens qui habitent dans les quartiers populaires, même si le hip-hop n'est pas forcément cantonné aux quartiers populaires à sa création, mais en 2005 c'est le cas, c'est la culture majeure des quartiers populaires. Et du coup, il se passe un mouvement qui va être, dont moi je suis héritier en tant qu'artiste et en tant que directeur artistique de la compagnie Trou de Mémoire. On se dit, en fait, on va utiliser le hip-hop de manière quasi exclusivement mémorielle. On va transmettre qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, nous, enfants d'immigrés, enfants d'ouvriers, en France, comment ça se fait qu'on a envie de prendre la parole. Et du coup, on va créer des spectacles, on va créer des chansons, on va investir les salles de concert, on va investir les plateaux de théâtre, on va investir les lieux où d'habitude on a le droit d'y aller, et puis ceux où on n'a pas tellement le droit d'y aller, et on va y aller quand même, et on va dire qui on est. Et du coup, de là, plein de petites compagnies se sont créées, et plein de spectacles ont été faits sur l'histoire, la mémoire des immigrations, la mémoire des tirailleurs, un peu comme le film Indigène, c'est pareil, c'est pas un hasard s'il sort dans cette époque-là. Et du coup, nous, on a créé notre compagnie qui s'appelle la compagnie Trou de Mémoire. Et un de nos projets phares, du coup, je ne veux pas vous faire toute l'histoire et tout l'historique de la compagnie, ça n'a pas de sens, mais peut-être vous présenter un de nos projets qu'on a fait aussi dans le bassin minier, là, dont est originaire Jessie, dans une ville qui s'appelle Libercourt. Alors, Libercourt, c'est une petite bourgade de, je crois, 10 à 15 000 habitants et qui est frontalière avec Hénin-Beaumont. Du coup, tout ce petit coin-là, c'est un vieux bassin d'immigration, très 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 polonais, vraiment très polonais, c'est genre il y a des villes à 80% de polonais. Moi-même je suis d'origine polonaise, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est même pas si rigolo. Pourquoi je dis ça? Oui, du coup, Lettre Anomine. Donc, on a fait un projet qui s'appelle Lettre Anomine. Et du coup, l'idée, c'est on a pris 20 gamins issus d'immigration algérienne. Parce qu'en fait, il y a plein de travaux qui ont été faits sur l'histoire de l'immigration polonaise, plein de travaux qui ont été faits sur l'histoire de l'immigration marocaine, plein de travaux qui ont été faits sur l'histoire de l'immigration belge, notamment, etc. Et rien, ou si peu, qui a été fait sur l'histoire de l'immigration algérienne. C'était un petit peu une anomalie parce qu'il y a aussi beaucoup d'Algériens ou de descendants d'Algériens à Libercourt. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 20 gamins issus de cette histoire-là, qui sont tous petits enfants de mineurs, et on leur a fait écrire des textes, on leur a fait mater des documentaires, et on les a fait surtout aller interroger leurs parents, leurs grands-parents, pour ceux qui étaient encore vivants, parce que pour la plupart, les grands-pères mineurs, ils sont tous morts à 40-50 ans, maximum. De quoi? Du coup, c'était leur grand-mère. Ouais, du coup, c'était le plus souvent leur grand-mère. Et de cette matière-là, on a monté un spectacle. Donc c'était que des amateurs, il en reste 10 parce que tenir 20 gamins de 13 à 20 ans pendant 2 ans sur un seul projet, c'est juste l'enfer, donc forcément il en reste la moitié. Mais n'empêche que ceux qui ont participé et celles qui ont participé ont quand même gardé une partie de cet héritage en allant interroger leurs grands-parents et en transformant ça en matière artistique. Donc c'est un peu ce qu'on a fait nous, la compagnie Trou de Mémoire, et c'est un petit peu une des possibilités qu'offre le hip-hop en termes d'action sociale et en termes de transmission. Je suis désolé, je parle vite et je vais vite et j'élague chaque point pour ne pas aller trop dans la profondeur parce que j'ai pas envie de vous saouler. Et je sais qu'on vient de finir de manger et qu'il fait chaud et que ça doit être assommant d'entendre des gens blablater pendant une demi-heure. Du coup, moi j'ai très très envie de passer à vos remarques, à vos apports, ce que vous avez à nous raconter. Parce que par exemple, moi je connais pas du tout la région. Peut-être qu'il y a des trucs différents qui se passent ici, qu'il y a des questions, mais c'est pas que des questions. Il n'y a pas que nous qui avons des réponses. C'est ça aussi le hip-hop. Il y a une de nos devises qui est... toutes nos devises sont en anglais.
Désolé, hein, c'est comme ça. Nos devis sont en anglais, il y a une des devises dans le hip-hop qui dit each one, teach one. Chacun apprend de l'autre. Et moi j'aime bien apprendre en français, pour le coup, parce que quand je dis que je suis venu apprendre, ça veut dire que je suis venu enseigner et que je suis venu aussi prendre de vous. Et du coup, je suis venu apprendre. Et j'apprends ça. Voilà. Plus loin? Allez, ok, on essaye. Alors du coup, on enchaîne sur la deuxième partie où justement, on va donc aborder, clarifier un petit peu la question des savoirs et des cultures populaires. Autour d'un enjeu, peut-être d'un concept qui était un concept populaire auparavant et qui ne l'est plus du tout. Un mot que vous avez peut-être entendu ici ou là, qui était le terme d'aliénation. Le mot aliénation, aujourd'hui, souvent, on l'entend encore un petit peu quand on pense à l'aliénation, l'ancien mot qu'on disait les aliénés dans les asiles psychiatriques. D'accord ? Donc pour le dire très rapidement, on va dire que le terme d'aliéné dans les asiles psychiatriques, c'est quelqu'un qui n'avait plus toute sa tête ou qui était hors de lui-même. D'accord ? Sauf que le terme d'aliénation, quand ça a été un concept populaire, il a deux, trois racines. Une où, dans le mouvement ouvrier, on parlait de l'aliénation des ouvriers. Et par contre, je tiens à rappeler que, contrairement à une déformation récente de militants parfois de la petite bourgeoisie méprisante, quand ils disent les ouvriers sont aliénés ou dans les quartiers les jeunes sont aliénés, ça ne veut pas dire les gens ils sont aliénés parce qu'ils regardent la télévision, synonyme vous êtes des trous du cul, vous êtes trop cons, j'ai tout compris, je suis le meilleur du monde. L'aliénation, dans le concept du mouvement ouvrier, ça ne voulait pas dire ça. Ça veut dire le moment où ta propre vie est étrangère à toi-même, le sens du travail que tu réalises n'a plus beaucoup de sens. Au passage, les travailleurs sociaux ressentent un sentiment d'aliénation très très fort de nos jours, de plus en plus fort. C'est pas seulement les conditions de travail qui se dégradent, c'est le sentiment d'éloignement éthique et de valeur, le sens du métier qui se barre en couille. C'est un peu ça que ça voulait dire le terme d'aliénation. Et puis dans le contexte colonial, le terme d'aliénation aussi, c'était comment la colonisation s'appuie à la fois sur de l'appropriation économique, la colonisation économique, la colonisation militaire, la colonisation politique, donc ça vous parle, ces trois formes-là. Mais la quatrième tentacule de la colonisation, c'est la colonisation par la culture. C'est l'humiliation et le mépris des cultures des pays colonisés pour essayer d'y remplacer par une culture qui est perçue comme une culture supérieure, la culture occidentale. Ça doit vous rappeler un petit quelque chose, la mission civilisatrice de l'Occident, etc. Et du coup, pour donner un exemple, donc pour faire simple, pour retenir... juste penser que le terme d'aliénation, c'est le fait d'être étranger à soi-même. D'avoir l'impression qu'il occupe votre cœur, votre esprit et votre âme, et que vous n'êtes plus tout à fait vous-même. D'accord ? Du coup, c'est un concept qui est hautement important et subversif pour penser une partie de nos vies, les uns et aux autres, ici dans cette salle. Mais aussi pourquoi le hip-hop a été une des formes de réappropriation de soi et de lutte contre ces formes d'aliénation. Est-ce que je peux peut-être juste vous faire un petit truc pour se rendre compte de la brutalité de ce que peut être l'aliénation culturelle. Un exemple tout con auquel on pense quand on pense à la colonisation, à l'aliénation coloniale, c'était le moment où aux Antilles, en Martinique ou dans les anciennes colonies françaises, on a tous entendu, où on transmettait dans les écoles nos ancêtres les Gaulois. Bon, on voit à quel point c'est stupide, d'accord ? Par contre, on ne comprend pas toujours la brutalité de ce que ça peut être de te faire enseigner du matin au soir une histoire qui n'est pas la tienne. Et on t'invente une personnalité et des ancêtres qui ne sont pas les tiens. En interdisant, Audrey employait le concept de silencier, de réduire au silence, en passant sous aspect ce que tu es réellement. Et du coup, pour ça, je vais vous prendre peut-être un exemple qui apparemment marche assez bien quand je le fais en public, là, pour donner une idée de ce que c'est que cette question de l'aliénation par le racisme. Mais l'exemple que je vais vous prendre, vous pourrez y faire les mêmes parallèles sur la brutalité de l'aliénation par le sexisme ou par la domination culturelle de classe. Il y a une expérience qui a été faite par des psychosociologues aux États-Unis dans les années 60 pour mesurer les effets du racisme quand la ségrégation raciste était encore légale. C'est-à-dire que maintenant la ségrégation raciale raciste, elle est illégale, elle existe encore dans les faits, mais plus forcément dans les lois. En tout cas pas aussi fort que quand il y avait la ségrégation. Ils ont voulu mesurer les effets de la ségrégation et du racisme sur les enfants, sur l'estime de soi, l'amour de soi. Okay ? Quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, donc comme l'ont dit les États français, une partie des médias français, un noir à la présidence de la République, c'est que le racisme, ça va mieux aux États-Unis. Ah. Donc il y a des chercheurs qui se sont dit, chiche, qu'on va refaire l'expérience qui a été faite dans les années 60
pour mesurer les effets du racisme sur la construction identitaire, le bien-être et la santé des enfants. Je ne vous fais pas tout le protocole scientifique, vous irez voir pour ceux qui veulent aller creuser l'étude, parce qu'elle est, effectivement, on s'en prend plein la gueule, mais il y a une petite vidéo que vous pourrez voir qui est une traduction grand public d'une enquête scientifique, d'accord? Donc c'est pas la même chose, hein, la traduction grand public de l'enquête scientifique, mais elle a son efficacité pédagogique pour raconter les enjeux. L'enquête en question, elle s'appelle, vous pourrez le retrouver sur Internet, il y a la petite musique en plus qui rajoute de l'enjeu quand on se le prend en pleine gueule, qui s'appelle le test de la poupée blanche et le test de la poupée noire. Parfois, elle recircule encore sur YouTube, sur Facebook, etc. Elle est assez simple. Le dispositif, c'est 2 poupées entièrement identiques, l'une, entre guillemets, noire, en tout cas perçue comme noire, donc toujours pareil, noir, ça veut dire marron, en fait, et l'autre perçue comme blanche, ça veut dire rose, beige et tout ça, mais donc perçue comme blanche, avec la couleur de la poupée qui change. Les enfants sont des gamins entre 2 ans, 3 ans et 4 ans. Donc c'est tout petit, hein. Donc, pour évaluer l'impact du racisme sur des gosses, tu dis pas... Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de la violence épistémologique, des décalages culturels sur la représentativité même, selon la couleur de peau? Bon, tu fais pas des trucs comme ça avec un gamin, il faut trouver des dispositifs qui permettent de mesurer tout ça. Sérieusement, mais de manière accessible. Et du coup, donc les gamins, j'en dis 2 mots, c'est des personnes non blanches, donc des Afro-Américains, des Afro-Latino-Américains, des Afro-asiatiques américains, enfin bref, toutes des personnes qui sont perçues comme non blanches. D'accord? Et les questions sont les suivantes. Ils demandent aux enfants, première question, quelle est la poupée la plus belle? Les enfants de regarder la poupée et de montrer la poupée blanche. Quelle est la poupée la plus laide? Les enfants regardaient et de montrer la poupée noire. Quelle est la poupée la plus intelligente? Les enfants montraient la poupée blanche. Quelle est la poupée la plus stupide? Les enfants montraient la poupée noire. Et ainsi de suite. C'est pas du 100%, mais on est de l'ordre du 70 à 80% de la récurrence des réponses. D'accord? Et à la fin de plus d'une série, d'une batterie de questions comme ça, à hauteur d'enfant, sur des questions assez simples, à la fin de la question, du coup, il demande aux enfants, et toi, à quelle poupée ressembles-tu le plus? Et la plupart des gamins, de baisser la tête et de montrer la poupée noire. Cette expérience-là, elle montre, sous des questions un peu anodines, de ce que c'est que de se construire comme enfant, quand on sait que dans le développement de l'enfant, la construction identitaire, la question de l'amour et de la perception positive de soi est fondamentalement importante, de ce que c'est que la brutalité d'un racisme systémique qui, pas systématiquement, d'accord, mais de manière systémique, survalorise le plus régulièrement des caractéristiques positives qui seraient associées aux blancs et associe des caractéristiques négatives qui seraient associées aux noirs. C'est important la distinction que je fais entre systémique et systématique. Systématique, ça veut dire que c'est tout le temps. Systémique, ça veut dire que c'est une production globale avec des récurrences mesurables et repérables, y compris statistiquement dans leur régularité. Cette expérience-là, vous pourriez essayer de l'imaginer, elle n'a pas été faite à ma connaissance dans le même type, mais pour essayer d'imaginer de ce que c'est que les effets du sexisme structurel sur la perception de l'estime de soi, de l'amour de soi et de la confiance en sa propre valeur sociale quand on est une femme par rapport à un homme. Un coupé qu'on fait le même genre de travail pour pouvoir mesurer ce que c'est que les effets de la domination de classe sur l'amour de soi, l'estime de soi et des gens qui te ressemblent, de ton groupe social d'appartenance de classe, de sexe ou de race, du coup, race avec des guillemets, on pourrait essayer de le mesurer. Et du coup, là où on veut essayer d'attirer votre attention, c'est que le hip-hop, sans vouloir, justement, puisque c'est pas encore le propos qu'on a eu, de vouloir valoriser le hip-hop comme étant fondamentalement positif, pour l'instant, on n'en arrive toujours pas là. On n'a toujours pas dit ça, mot pour mot, dans les idées dans ce qu'on développe, mais qu'on dit que le hip-hop a été un des vecteurs, un des espaces d'une tentative de réappropriation de soi dans un monde et dans une culture qui nous environne, qui niait la valeur sociale des savoirs populaires, des cultures populaires, et où tout ce qui est systématiquement montré sont des références culturelles d'autres personnes. Pour vous le dire autrement, donc moi je vous l'ai dit, je suis un ch'ti, petit-fils de mineur de fond, maintenant je peux dire avec force que depuis que je suis gamin, de toutes parts, de tout temps
et y compris les camarades qui sont censés être impliqués sur la question sociale, syndicale, de sympathie avec le milieu ouvrier, qu'ils soient d'extrême gauche, ou de gauche, ou je sais pas quoi, syndicalistes, travailleurs sociaux, tout ce que tu veux, en tout cas qui ont cette solidarité, affinité, qui porte le combat des milieux ouvriers, pour le dire comme ça, quasiment en permanence, la société dans laquelle j'ai grandi ne me citait comme individu étant capable d'avoir écrit des livres qu'uniquement des gens qui étaient issus des classes moyennes et des classes supérieures. Je n'ai jamais rencontré, sauf après par le bouche à oreille, et quand j'ai rencontré, qu'il existait tout un courant de la littérature qui s'appelle la littérature prolétarienne. Pas parce que c'est la révolution prolétarienne. Le courant de la littérature prolétarienne, c'est uniquement un courant qui dit des gens qui sont eux-mêmes ouvriers et qui écrivent sur le monde ouvrier. Et en fait, il en existe. Idem sur... enfin bref, plein d'autres choses. La plupart des référents culturels, musicaux, théâtraux, de production, de droit, etc., la plupart des moments où les gens sont des auteurs de culture sont toujours des gens qui appartiennent aux classes populaires, aux classes moyennes, pardon, aux classes supérieures. Du coup, à un moment donné, qu'est-ce que ça te dit en creux, ça ? Il n'existe pas de culture produite par les gens de milieu populaire. C'est ça que ça te renvoie. Y compris quand on invite que des sociologues qui sont, eux, issus des classes moyennes ou des classes bourgeoises qui parlent du monde populaire, sans jamais avoir un ouvrier ou une femme de milieu populaire qui parle elle-même de cette condition-là. Et là, j'attire votre attention sur ces questions d'aliénation culturelle. Il y a une rupture historique de notre société à partir des années 70, où il n'y a plus valorisation des savoirs endogènes aux groupes sociaux dominés. Le mouvement ouvrier, quand il a pris de l'importance et de l'ampleur, c'est parce qu'il donnait la parole à des classes moyennes et classes supérieures quand elles servaient les intérêts des classes populaires, d'accord ? Mais elles invitaient aussi des gens issus eux-mêmes de la condition ouvrière pour prendre la parole, produire de l'analyse et produire de la culture. Maintenant, je demande de faire le même geste et le même travail sur la question de la culture, de la production culturelle ou la production de l'expertise. Vous avez dû les voir circuler peut-être les vidéos qui essaient d'analyser dans tous les plateaux de télévision quand on invite des figures d'experts en économie ou sur n'importe quel sujet. Et qu'on regarde le pourcentage de femmes invitées dans ces plateaux-là, je parle de la France d'aujourd'hui, 2015, 2016, 2017, il paraît qu'elle est vachement féministe et égalitariste, la France. C'est troublant, dans les stats qui ont été faites, il y a 10 à 15% de femmes qui occupent des places d'experts. Quel est le message indirect que ça dit aux femmes ? L'expertise est homme. Et quand on regarde par contre la place des femmes dans les pubs qui concernent les couches, la cuisine et le machin, bon, on va renverser complètement les pourcentages. Toujours dans la France qui serait égalitariste, qui est la nôtre d'aujourd'hui, là, on renverse, les hommes sont absents. Bref. Du coup, en fait, le mouvement hip-hop a été pour des personnes, encore une fois, quel que soit le contenu idéologique dedans, mais en termes de forme, a été un espace qui a permis à des gens qui se retrouvent absents des récits culturels, absents des salles culturelles, qui n'acceptent d'ailleurs plus aux boîtes de nuit non plus, au bout d'un moment quand ils se font refouler en entrée, qui n'apparaissent plus à la télévision, qui n'apparaissent pas à l'école, qui n'apparaissent nulle part dans les lieux de production culturelle. Ça a été un espace, y compris quand le rock, du coup, a arrêté sur le fond, pour le coup, de parler... je sais pas si... Ça va, vous arrivez à me suivre dans le développement de ce que j'essaie de partager, ça va ? Ok. Y compris quand, par exemple, le rock... moi, je sais que dans ma propre trajectoire, le rock, il y a des chansons qui parlent des mondes populaires, sur ce qui se vivent dans les milieux populaires, qui parlent des colères que je partageais moi et dont j'avais besoin pour me raccrocher au monde. Et puis après, j'ai vu un rock qui parlait de colères qui n'étaient plus les miennes, qui étaient les leurs, elles sont légitimes, mais elles ne sont plus les miennes. Les sujets dont on parlait, c'était plus les miennes. Même d'un punk, qui était censé être particulièrement enragé, qui était aussi dépolitisé, alors que c'était une musique qu'on raconte souvent, historiquement, comme étant une musique très politique. Bref, à un moment donné, de thématiques qui parlent des gens qui la fabriquent, mais ou qui ne parlent plus de certains autres milieux sociaux. Du coup, je ne sais pas si j'arrive à le dire clairement. Tout phénomène culturel ressemble toujours à ceux qui produisent cette culture-là. Et du coup, ça fonctionne, c'est chouette. Que les classes moyennes produisent leur peinture qui leur ressemble et qui leur parle et qu'elles trouvent belle. Que les classes dominantes produisent leur peinture qui leur ressemble avec des gens de leur classe qui produisent la peinture et qu'ils trouvent belle. Que des gens fassent des pièces de théâtre qui parlent de conditions qui sont ceux de leurs conditions sociales et qu'ils trouvent belles et qu'ils trouvent accessibles et dans lesquelles ils sont à l'aise quand ils les voient. Tout ça, c'est bien, c'est chouette. Y compris hommes-femmes, etc. Tout ça, c'est bien.
Le problème qui se pose quand une partie de la société ne rencontre plus de support culturel, d'outils de médiation culturelle, quand on dit en travail social, qui parlent de thèmes qui parlent des gens, et même sur le plateau sur scène, qui ne voient plus une partie des leurs être présente sur scène. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Du coup, je crois qu'on peut chacun aller piocher dans nos propres expériences personnelles, d'un moment donné où les savoirs scolaires et les savoirs universitaires, peut-être même ici dans cette école, j'en sais rien, je ne suis pas sûr qu'elle soit... elle peut être différente, et en même temps, y compris dans les écoles de travail social, on connaît ces formes d'aliénation-là, du moment où on transforme des contenus de savoir qui contribuent, non pas à nous rapprocher de nous-mêmes intimement, mais qui contribuent à nous éloigner de nous-mêmes. Ça vous parle un petit peu, ça, ou pas, quand je le dis comme ça ? Et du coup, le hip-hop a été une des manières où les personnes ont essayé de refaire culture, refaire lien collectif, réaborder de sujets, ou même sur la question du langage, y compris le langage cru et policé. Je ne sais pas à quoi vous ressemblez, vous et moi, quand vous pétez des câbles, mais on est d'accord que le pétage de câbles, il n'est pas... Je trouve qu'actuellement, il me semble qu'il faudrait qu'on puisse réfléchir sur la divergence de points de vue que nous pouvons avoir. Bon, ça, c'est une manière typiquement très policée, qui est propre à des groupes sociaux qui parlent comme ça. Oui, carrément, il y a des cultures de classe. Il y a des langages de classe et des cultures de classe. Et y compris ceux qui sont censés être de couche moyenne. Vous savez, comme moi, qu'à des moments, quand on pète un câble et qu'on a envie de dire quelque chose qu'on n'arrive plus à le dire, à un moment donné, ça sort comme ça doit sortir ou comme ça peut sortir. Et du coup, le hip-hop, ça a aussi été un espace donc, de réappropriation de soi et de réappropriation simplement des savoirs et de la culture. On parlait d'Ayam tout à l'heure pour Marseille. Je voudrais citer du coup un grand sociologue, du coup Akhenaton d'Ayam, qui dit dans un documentaire qui s'appelle « Je rappe donc je suis », il disait « Pendant des années, des gamins des quartiers populaires, du coup, se sont retrouvés à être en mode de rejet de l'école, rejet même du savoir et de la connaissance et rejet de la culture. Rejet toute forme même de temps de travail, un truc pour un télo. Et du coup, il dit, le hip-hop, en quelques années, alors pas tout le hip-hop encore, c'est pareil, il faudrait... mais le hip-hop a participé comme un des premiers acteurs du moment où on a constaté que dans l'édition du livre, de nouveau, il y avait une explosion des ventes de dictionnaires et une explosion des ventes de dictionnaires étymologiques et des synonymes. C'est pas l'école qui a permis la réappropriation de ça. C'est pas le rap, c'est pas le rock, c'est pas le punk, c'est pas d'autres mouvements culturels. C'est le hip-hop qui, à un moment donné, dans son rapport à manier la langue, se réapproprier la langue, à des gamins qui étaient exclus de ces cultures-là, de ces savoirs scolaires-là. Et c'est pas le savoir, en fait, qui était rejeté. C'est un savoir de classe qui était un savoir humiliant. Un élitisme culturel qui était un élitisme humiliant. Et du coup, c'est dans ce sens-là où on dit que le hip-hop a permis de rendre le stylo à des gens qui n'écrivaient plus, à rendre l'envie de lire un dictionnaire et ouvrir un dictionnaire à des gens qui n'y allaient plus et qui ont envie de se réapproprier simplement la question du savoir et de la culture. C'est dans ce sens-là où il y a eu des formes de réappropriation de soi et d'avoir envie du coup d'élargir, pareil sur la question de la danse, effectivement là je suis sur le fond plutôt rap, on pourrait être pareil sur la question de la danse, de formes de danse, et là je pense que chacun d'entre nous aussi, il faut qu'on aille chercher nos expériences. Il y a des danses où quand on doit les danser, on est coincé du cul et mal à l'aise. On ne s'y retrouve pas, ça va pas. Alors si c'est la danse majoritaire et bien vue du moment, c'est cool, mais soi-même, son corps en dedans, notre corps, il s'y retrouve pas. Notre corps, il peut pas trouver sa place, il trouve pas sa classe, ou il trouve pas son sexe, ou il trouve pas sa race, ou il trouve pas son statut social, il trouve pas son style. Mais en tout cas, ça colle pas. Et puis un beau jour, chacun d'entre nous, parfois, on découvre une musique où on fait « Wow, il se passe quoi en dedans, là ? J'hallucine. Je peux même pas intellectualiser le truc, mais c'est mon corps qui est en train de parler, qui dit là, celle-là de musique, elle me fait, ça fait boum boum en dedans, où j'ai envie d'y aller, même si je vais être brouillon, je sais pas faire. Mais je sens qu'il y a un appel de la musique dans la danse. Moi, je suis un sacré coincé du cul aliéné du corps, pour vous dire que je suis bien conscient de ce côté-là, du moment où on m'a volé non seulement mon histoire et mon âme, mais on m'a aussi volé mon corps. Mon corps crève d'envie de pouvoir danser quand il ne peut pas dans les canaux d'expression corporelle et de la danse telle qu'on me l'a transmis. On m'a plutôt transmis des complexes corporels que d'une envie de me libérer. Et y compris dans ceux qui me disaient « Viens, fais ça avec nous, on va te libérer ». Sur le théâtre, c'est pareil. Enfin bref, j'arrête les exemples, je crois que j'en ai donné quelques-uns qui doivent commencer à vous parler par rapport à ça. Et du coup et je termine, je conclue sur cet enjeu-là, le hip-hop, ça a été un des espaces pour lequel des gens qui étaient jugés comme sans savoir ont pu redécouvrir que des gens qui lui ressemblaient avaient du savoir et que ces personnes-là elles-mêmes en avaient.
sûrement imparfait à travailler, etc. N'empêche qu'il y avait du savoir. Pas seulement des bouteilles vides à remplir, des bouteilles certes vides d'un côté, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais la découverte du fait qu'on possède des savoirs et qu'on est aussi à moitié plein, ça, c'était une découverte révolutionnaire. C'était incroyable. Sur la question de la danse, c'est pareil. Et par exemple, le fait que tu as le droit d'écrire en ayant le droit de faire des gros mots, d'utiliser des gros mots et de faire des fautes d'orthographe, ça, il faut mesurer à quel point cet élément-là est quelque chose de subversif au possible. Je crois que le complexe sur l'orthographe, c'est pareil, c'est un truc qui parle bien plus largement que les classes populaires, qui parle beaucoup aux classes populaires, mais où des gens de classe moyenne voient cette espèce d'obligation d'être... au passage, et je le dis rapidement, maintenant on a des traces et des sources historiques chez les linguistes qui permettent de dater très précisément quand l'enjeu du savoir et d'écrire sans faute d'orthographe est devenu quasiment une obligation sociale, au moment où l'écriture a commencé à être vulgarisée ailleurs que dans le haut du pavé, du coup dans les classes toutes dominantes. 17e, 18e siècle. C'est très daté historiquement, c'est quand, pour plein de raisons très complexes, mais qu'il n'y avait plus que l'ultra-élite qui maîtrisait l'écriture et le parler et la lecture. Quand ça a commencé à se démocratiser, il a fallu qu'on invente des nouvelles frontières de domination culturelle. Et du coup, l'orthographe, ça a été... Ça, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous envoyer un petit passage qui est juste fabuleux. Enfin, moi, ça m'a juste libéré. Allez, si je le dis quand même, avant le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, une partie des grandes œuvres de la littérature classique française, je ne parle pas du prolo qui a écrit un livre ce coup-ci, je parle de la grande littérature classe qui est reconnue comme étant celle qui brille le plus, les auteurs faisaient des fautes d'orthographe dedans. Un même mot, il était écrit avec 4 orthographes différentes. C'est un truc de malade de savoir imaginer ça, parce qu'à l'époque, c'est le contenu de ce qu'il raconte qui était jugé comme étant pertinent, et puis le flow, même si ce n'était pas le terme de l'époque, le style, le rythme, etc., le jeu du langage, la prouesse technique du jeu du langage qui faisait qu'on le reconnaissait, et pas les fautes d'orthographe. C'était insignifiant socialement à l'époque. C'est assez troublant de le savoir, ça. Bref, donc en tout cas, du coup, le hip-hop, parmi d'autres espaces, fait partie des espaces où il y a une forme de liberté, en même temps il y a du langage, il y a des codes aussi, il y a de la compète, il y a de la domination aussi au sein du hip-hop, mais un des espaces de réappropriation de soi, de réaffirmation de sa valeur, de sa culture et de son savoir, mais aussi de simplement de test, du chemin où on est en train, peut-être pas toujours de découvrir tout ce qu'on sait, mais on est en train de découvrir, sentir du bout du nez, tout le potentiel qu'on a si on se met au boulot et qu'on se met en chemin. Et ça a quelque chose de l'ordre de la révélation, de se dire j'ai un potentiel incroyable qui m'était jusque-là pas forcément renvoyé. On m'a plutôt toujours souligné mes manques, mes carences, tout ce que je sais pas faire, et pas forcément le potentiel que je peux avoir. Oui. Le fait d'écrire bien aussi dans le rap, c'est aussi une façon de dire on a nos codes, nos vocabulaires, qui sont par exemple des mots en verlan, mais de dire on peut aussi utiliser vos mots, parler de notre histoire à nous, de ce qui nous concerne, Tout à fait. et le faire comme vous, avec aussi une part de notre vocabulaire. Et c'est aussi, on parlait tout à l'heure de ceux qui avaient un moins bon vocabulaire, qui faisaient des fautes, ne pas faire des fautes, avoir des mots savants, qui étaient jolis, qui appartenaient à la haute société. C'était aussi de dire je viens d'en bas, mais j'ai quelque chose à dire et je peux le dire de la même façon que vous, tout en employant en même temps aussi un vocabulaire moins savant. Complètement. En fait, les deux sont une réponse, tu vois. Ce que tu dis, toi, cette façon de faire, c'est-à-dire dire, je vais utiliser votre vocabulaire, mais encore mieux. C'est Fab qui dit, je suis né ici, mais je me sens pas du tout français, même si je maîtrise mieux cette langue que Bruno Maigret, tu vois. Et il y a aussi le fait de dire, moi, je vais mal parler. Je vais mal parler. Par exemple, en atelier, j'ai un gamin, il n'y a pas très longtemps, qui m'a écrit, il nous croit villétrique, mais on est magnifique. Et ben j'ai trouvé qu'en réalité c'était très fort et que moi j'aurais pas pu l'écrire parce que moi je fais pas de faute et du coup ça aurait été moins beau. Et tu vois, et après il y a aussi, et moi ça m'est arrivé d'utiliser des tournures genre c'est nous qu'on va le faire et je fais exprès. Tu vois, les deux en vérité sont des réponses différentes mais et se valent en fait. Et sont légitimes, puisque si les personnes c'est les personnes elles-mêmes qui s'autodéterminent, c'est ça l'émancipation, c'est de s'autodéterminer. Donc si tu t'autodétermines en disant moi j'ai choisi de reprendre ce langage-là et de montrer que j'en suis capable et de faire des choses poétiques, c'est légitime parce que la personne s'est autodéterminée de cette manière-là. Et si une autre décide de broyer dans tous les sens la langue de Molière et d'en faire une autre, et ben c'est aussi son autodétermination et l'émancipation elle passe par là. Enfin en tout cas pour moi.
du coup, il est parti, dommage, mais du coup, je voulais rebondir un peu, parce qu'en fait, souvent, cette question, bah voilà, on discute de ce que ça peut apporter aux individus, le hip-hop, et la culture, et le rap, ou la danse, mais du coup, on se pose la question de oui, d'accord, mais du coup, collectivement, tu vois, il me disait, je vous renvoie à votre question, donc le hip-hop face aux inégalités et aux discriminations. Donc, genre, en gros, excuse-moi, je pars un peu dans tous les sens, hein, moi, structurer ma pensée, c'est un petit peu mon problème d'où je viens. Et donc, du coup, c'est un peu se dire oui, d'accord, la culture, elle existe, elle permet à l'individu de s'autodéterminer. Donc, c'est déjà une première forme d'émancipation. Mais comment ça crée quelque chose de collectif et comment ça peut se faire face aux discriminations, en fait, sociétales, qui sont, du coup, on semble être un peu fataliste, comme disait un peu fataliste, de se retrouver, ouais, mais toi, t'es là, avec ta culture, un individu contre un système. Parce que le problème, on se rend compte que, du coup, le problème des inégalités, c'est un problème systémique. Et du coup, on questionne le fait, on questionne aussi le fait dans notre façon de travailler, et vous, en tant que travailleurs sociaux, vous allez devoir vous retrouver aussi sûrement devant ce questionnement, de dire, mais comment on va au-delà, et comment on s'attaque au système qui produit ces inégalités, alors qu'on est là, on est juste un travailleur social ou on est juste une compagnie artistique. Mais nous, du coup, ce que disait tout ce qu'a soulevé Jessie sur l'empowerment, sur le fait d'avoir une reconnaissance en soi, de pouvoir s'autodéterminer, s'émanciper, connaître son histoire, pour nous, c'est déjà une façon de lutter contre les discriminations quotidiennes. Parce que, par exemple, le fait de... Nous, je vais prendre un exemple, par exemple, moi, j'étais danseuse quand j'étais plus jeune. Et je vivais dans un village ouvrier où je ne sortais jamais de mon village. Et du coup, les activités, si je voulais faire des activités culturelles, les activités, elles étaient payantes. Donc du coup, ma famille n'avait pas les moyens de me payer des activités. Et la seule activité qui était gratuite dans mon village, c'était des cours de danse, de hip-hop. Donc du coup, c'est la seule activité à laquelle j'ai participé parce que mes parents n'avaient pas moyen de me payer des activités j'ai voulu faire un classique, du basket, voilà, mais toutes les activités étaient payantes, sauf celle-ci parce qu'elle est partie d'un gars qui prenait des cours à Roubaix. Donc de mon village, il est sorti du village, lui, pour aller prendre des cours à Roubaix, et que le gars voulait mettre en place des cours, parce que lui, d'accord, ça faisait quelques années qu'il en faisait, voulait mettre des cours dans le village et faire en sorte qu'on puisse se réunir, pour ceux qui n'avaient pas les moyens de participer à d'autres activités, de se réunir autour du hip-hop. Et donc du coup, moi par exemple, individuellement, ça semble bidon en fait pour les personnes qui en sont pas là, et pour les personnes qui vivent dans un village, qui sortent pas de ce village, qui n'ont pas d'argent pour faire des activités. Moi, ça m'a sorti de chez moi, voilà, ça m'a permis de prendre des cours dans mon village, ça m'a sorti de mon village, ça m'a permis d'aller en ville et de prendre des cours avec des danseurs, avec d'autres danseurs, de partager des choses qui nous étaient communes à l'intérieur de ça, à dire de partager ça, le fait que c'est gratuit pour nous, mais nous on est en galère, comment on fait si on va avoir une salle, on doit négocier avec la mairie. Donc du coup, on s'est retrouvés devant des questions qu'on s'était jamais posées. On a commencé à développer des stratégies collectives pour pouvoir justement faire développer notre art qu'on s'était jamais posé, alors qu'on était juste des jeunes adolescents. Le plus vieux, moi, quand j'ai commencé, j'avais 11 ans, et celui qui a mis ça en place, il avait 18 ans. Donc du coup, de ses petites mains lui-même, c'est quand même super émancipateur et une autodétermination, de décider, je vais mener un groupe, je vais mener un cours de danse, et après je vais amener les gens chez des chorégraphes qui, eux, sont réputés dans la région pour faire des cours. Et donc après, ça m'a amené à faire des concours, donc ça m'a amené vraiment à bouger et à comprendre et à vivre avec des gens qui partageaient des inégalités avec moi, mais surtout des inégalités que moi je connaissais pas. Parce que dans mon village, c'est un village ouvrier blanc, il n'y a aucune personne racisée, ils sont très peu, il n'y a aucun arabe, aucune famille immigrée, elles sont peu, elles sont deux, vous voyez. Donc j'avais pas conscience en fait, à part moi les situations de classe que je vivais, des discriminations raciales, j'en ai pris conscience de personnes qui partageaient d'autres inégalités, et du coup ensemble on a partagé des choses, et déjà ça c'est un premier système émancipateur. Pour vous montrer comment ça peut... Est-ce que ça peut amener vraiment à sortir à faire face aux discriminations? Des grands danseurs avec qui je prenais cours quand j'étais adolescente, moi j'ai arrêté ensuite, mais avec qui étaient danseurs, des jeunes de quartier qui ont commencé à faire des cours, ont commencé à donner des cours, ont commencé à devenir des grands danseurs, puis ils sont devenus des chorégraphes, et maintenant il y en a, ça a transformé en fait des petits galériens de quartier qui avaient que dalle, en gens, en personnes qui se sont autodéterminées, qui ont produit de la culture, donc ils sont devenus eux-mêmes
outils de cette culture, ils ont produit de la culture, il n'y a plus besoin d'avoir quelqu'un qui vienne leur donner les outils, ils les ont pris eux-mêmes, ils se sont construits, et ça a donné des très très grands danseurs connus mondialement, là je parle de la danse que ça me concerne plus, comme Pepito, qui est un très très grand danseur, ça a fait des grands DJ maintenant qui vont dans le monde entier et qui font partager leur musique, qui donnent eux-mêmes maintenant des ateliers dans des centres sociaux, dans des collèges, et qui font partager la culture hip-hop, et du coup ça a sorti, n'empêche, même individuellement, ça a sorti des gens du chômage, et ces gens-là nous font travailler aujourd'hui, par exemple. Nous, on travaille avec ces gens-là. Donc, par exemple, c'est des personnes qui, de manière individuelle, ont réussi à faire face aux discriminations puisqu'ils ont accédé à un emploi qu'ils n'auraient jamais accédé. Qui ont accédé à un emploi qu'ils n'auraient jamais accédé s'ils ne se seraient pas autodéterminés, s'ils n'auraient pas fait quelque chose d'indépendant, parce que maintenant ils travaillent majoritairement en indépendant, voilà, pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire vraiment. Et donc du coup, ça a créé ça, et puis du coup, ça a créé maintenant le fait qu'ils créent de l'emploi. Déjà de 1, ils sont accès à l'emploi, ensuite ils créent de l'emploi, et donc ça crée des personnes qui quand même ont réussi à faire face individuellement, mais aussi font face collectivement en partageant et en donnant des outils que nous, on n'a pas forcément, voilà, en atelier. Et puis, moi, ça me fait penser aussi au travail qu'on produit. On s'est dit, ouais, qu'est-ce que ça amène aux jeunes de travailler sur leurs histoires. Ben, nous, par exemple, on a vu la transformation d'une adolescente, particulièrement une qui nous a marqué, voilà, qui est jeune, qui a 15 ans. Ben, par exemple, elle, déjà, de connaître son histoire, elle était transformée. Vous la voyez à 2 ans et vous la voyez maintenant, c'est plus la même personne. Voilà, donc elle vivait, comme on vit beaucoup quand on est jeune, on est en conflit permanent on est en conflit permanent avec l'école, avec la scolarité, voilà, ce que peut vivre une personne en milieu pauvre et une jeune fille arabe, voilà. Et donc du coup, on l'a vu aller questionner ses parents sur son histoire, connaître son histoire, des choses qu'elle connaissait pas. Elle sait pas pourquoi ses parents étaient venus travailler en France, les difficultés qu'ils ont traversées, et du coup, quelle stratégie ils ont eu eux pour pouvoir continuer à vivre, quelles stratégies ils ont eu eux, et elle, ça lui a permis de monter ses propres stratégies. On a même un jeune homme qui avait été, un jeune homme aussi qui a fait la pièce avec nous, là, donc, dont il vous a parlé, Lettre anonyme, qui à un moment donné nous raconte qu'il est parti à la bibliothèque de la ville, et du coup il a voulu rechercher un peu l'immigration algérienne dans les livres, aller voir la bibliothèque, et qui du coup n'a rien trouvé. A trouvé sur l'immigration polonaise, a trouvé sur l'immigration, sur les mines, mais n'a rien trouvé sur l'histoire des Algériens, des mineurs algériens. Et du coup il était parti, ça semble anodin rien du tout, mais il est parti questionner la bibliothécaire. Par contre, j'ai vu qu'il y a l'histoire de la mine, mais nous, on n'est pas existant. Pourtant, moi, je travaille là-dessus. Il a dit, moi, je travaille là-dessus. Et je peux vous dire que les mineurs algériens, on est nombreux dans la région, on a fait des choses. D'ailleurs, mon grand-parent, il a commencé à raconter un peu l'histoire de ses grands-parents. Et du coup, la dame, ça l'a questionné. Est-ce qu'après, ça va impulser quelque chose? Et bien, du coup, toutes ces petites pierres à l'édifice, et ça, si vous êtes travailleurs sociaux, vous allez vous retrouver avec, c'est des petites pierres à l'édifice, mais ces petites pierres à l'édifice, ça construit des choses collectives, et nous, on pense que c'est comme ça aussi qu'on fait face aux inégalités. Les choses qui deviennent individuelles, mais sont nombreuses, entendre parler de discrimination, alors que c'est des sujets qui sont silencieux, à entendre parler de discrimination, faire en sorte que les premiers concernés en parlent eux-mêmes, des choses qui les traversent, parce que quand ils en parlent, parce que ça les touche dans leur chair, ils en parlent bien mieux que quelqu'un qui leur demande, quelqu'un qui en parle à leur place, voilà. Et bien du coup, ça fait avancer la pierre à l'édifice, et nous, on voit vraiment avec les jeunes, déjà dans la manière dont ils s'accaparent leur histoire, dans la manière dont, maintenant, à chaque fois qu'il y a une pièce et qu'elle doit prendre la parole, elle est la première à prendre le micro. Moi, je vais vous raconter, voilà, ça m'a permis d'apprendre l'histoire de mes grands-parents, voilà, il y a une vraie réappropriation de son histoire, et ça permet forcément de s'émanciper, et de penser de manière collective, et sortir aussi de certaines problématiques comme le chômage. Voilà, ça crée aussi de l'emploi en fait. Ceux qui sont acteurs du hip-hop il y a 20 ans, maintenant ils ont des places et ils placent les autres. C'est-à-dire que du coup ça crée de l'emploi également. Donc voilà comment nous on pense faire face aux discriminations par le hip-hop. Voilà. À moi. On finit à quelle heure? On finit à 5h, ouais, dans 9 minutes, on est d'accord? Ça va être dur. Week-end. Moi je fais vite, t'as vu? Il faut vite alors. Ok, non mais c'est bien parce que en fait, je pensais, j'étais content qu'on aborde la question dans les questions-réponses tout à l'heure, de est-ce que le hip-hop c'est forcément politique? Parce qu'en fait c'est le sujet de ma dernière intervention. J'étais content parce que je me suis dit c'est bien, je vais pouvoir allonger un petit peu et rentrer dans les détails, mais du coup je ne vais pas pouvoir. Mais c'est bien parce qu'on l'a fait tout à l'heure, donc on va se réjouir quand même. Ok, et bon, je vais essayer de faire ça en 3-4 minutes, comme ça on pourra discuter encore 3-4 minutes, parce que je vais bien discuter.
Très très vite, pour aller très vite. Est-ce que le hip-hop est forcément politique? On a répondu tout à l'heure sur les origines. Déjà, tout dépend de ce qu'on appelle politique. Les origines, c'est des gens qui n'ont pas le droit à la parole, qui la prennent. Aux États-Unis comme en France, c'est la même chose. Et en ce sens, oui, c'est politique. Ça a permis aussi, et ça le permet encore aujourd'hui, et je suis l'un des premiers à faire ça, pas l'un des premiers en termes d'âge, pas du tout, je veux dire, je suis moi le premier, à mettre du contenu politique dans ces textes. Et comme disait tout à l'heure votre camarade qui est parti, quand il disait, moi ça m'a orienté, quand j'ai écouté Kenny Arcana, ok c'est cool, mais après il y a une limite parce qu'il a fallu que j'aille voir ce qu'on pouvait faire politiquement. Bah oui, mais c'est exactement ça le rôle du hip-hop. En tout cas, le rôle de la chanson engagée, quand elle l'est, quand le hip-hop prend une forme d'engagement politique, c'est d'amener vers autre chose. Le hip-hop, c'est le feu, et l'organisation politique, c'est les bûches. C'est-à-dire que sans bûches, le feu, il va finir par s'arrêter, et sans feu, les bûches, elles ne servent à rien. Elles sont dans leur petit coin, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs. Après, est-ce que le hip-hop est forcément politique? Oui, à plein d'égards. Par exemple, c'est à cause ou grâce, en grande partie, même si c'est pas exactement, c'est pas la seule cause, aux taggeurs de Paris, qu'il n'y a plus de première classe dans le métro de Paris. Il y avait une première classe dans le métro de Paris, ça nous paraît assez dingue, à nous, notre génération. Il y avait la première classe, et en fait, il y a des taggeurs qui aiment bien raconter ça, notamment NTM, parce qu'ils étaient taggeurs avant d'être rappeurs, qui disaient en fait c'était super parce que nous, on allait en première classe, il n'y avait jamais personne. Du coup, on pouvait défoncer la première classe. Et du coup, la première classe, ça devenait des espèces de galeries de tags. Et du coup, bon, évidemment, c'est pas la seule. Du coup, il n'y avait plus de première classe. C'est pas la seule raison, bah oui, c'est pas la seule raison, mais au début des années 90, justement, avec les émeutes de Vénissieux, etc., dont on parlait tout à l'heure, il y a eu ce vieux truc, une des premières couvertures médiatiques du hip-hop, ça a été les taggers, ces vandales, etc., qui viennent dégrader le mobilier public et le mobilier urbain. Et du coup, une des réponses fortes, genre en termes de répression, etc., ça a été de supprimer la première classe pour que vite, les taggers ne prennent plus place à la RATP plus que les pubs, quoi. Du coup, je vais essayer, pareil, je vais essayer d'aller vite. Oui, le hip-hop, j'ai dit tous les noms tout à l'heure en fait, pour faire un provocateur. Non, le rap et le hip-hop ne sont pas forcément politiques. Ça dépend ce qu'on entend par politique. Et puis souvent, quand on dit c'est pas de la chanson engagée, on veut dire c'est pas de la chanson de gauche, comme si Michel Sardou c'était pas engagé. En fait, c'est engagé de ouf, c'est juste que c'est bien à droite. Et du coup, un rappeur hyper capitaliste et hyper libéral et qui prône moi je veux cramer tout, c'est hyper politique en fait. C'est juste que c'est pas politique au sens où nous on l'entend, nous bien pensants de gauche, en disant c'est pas très politique ça aussi. Justement, c'est ça qui est difficile. C'est que c'est pas politique dans notre sens à nous. Après, c'est politique par les actes et par les faits. Par exemple, il y a un des pionniers de la danse hip-hop dans le Nord, et qui du coup par le fait est aussi un des pionniers en France, qui s'appelle Farid Berki. Du coup, qui aujourd'hui c'est un des chorégraphes les plus en vue en France, à peu près toute danse confondue. Il fait des scènes nationales, etc. Enfin bref, c'est au du panier, quoi. Il n'y a pas de danseuse étoile en hip-hop, mais ce serait l'idéal, une danseur étoile. Ce serait le même niveau, quoi. Et du coup, Farid Berki, une fois, je lui dis mais comment ça se fait que tu as commencé à danser, toi? C'est quoi l'idée? C'était quoi le truc? Et il me dit en fait, c'était pour rentrer en boîte. Parce que, en fait, les Arabes rentraient pas en boîte dans les années 80, en 82-3. Et en fait, nous, il y avait des gars qui dansaient dans notre coin, et on s'est rendu compte que ceux qui dansaient, eux, ils rentraient en boîte. Genre, les vigiles, ils laissaient rentrer parce qu'ils mettaient de l'ambiance. Donc on s'est tous dit, bah, c'est trop bien, on va danser. Comme ça, on va rentrer en boîte. Et du coup, ils se sont mis à danser pour aller au-delà de cette discrimination de moi, je suis discriminé de loisir, j'ai pas le droit de rentrer en boîte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre à danser. Alors, ça va pas vers plus de justice, hein. Ça va pas vers plus d'équité et d'égalité, on est d'accord. L'égalité, ce serait que tout le monde ait le droit de rentrer en boîte, qui danse ou pas. Sauf que de fait, on est dans une société capitaliste, on est dans une société raciste, on est dans une société sexiste. Et du coup, au-delà de ça, moi je vais aller au-delà de ça grâce au hip-hop. Et je suis une meuf, je vais, par exemple, il y a un coup de meuf à Rennes, dont j'ai oublié le nom malheureusement, et à chaque fois j'oublie un nom, ça m'énerve. C'est ma pote, elle va me déchirer, mais c'est pas grave. Un coup de rappeuse, un coup de breakeuse à Rennes, et elles sont que entre meufs, et leur idée c'est de faire que des battles. Elles font pas de choré, elles font pas de show.
on fait que des battles et on se bat que contre les mecs. Et on met la pâtée à tous les mecs et on gagne le plus de battles toute seule. C'est nous les meufs, pas de battle non mixte, on fait tous les battles mixtes et on gagne. Du coup, pareil, une façon pour les femmes d'être. Ça crée une espèce de vengeance sociale, un peu comme à la fin des Ken Loach où c'est les pauvres qui gagnent. J'ai encore envie de dire plein de trucs, mais malheureusement on n'a plus le temps. Et je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Si vous avez envie de vous barrer parce qu'il fait super chaud. Je voudrais, si vous le permettez, en tout cas rajouter un point sur le rôle du hip-hop et ses limites, sur la question du changement de lutte contre la discrimination. En fait, la réponse, elle est exactement la même que si on dit quel est le rôle et les limites du travail social ou socioculturel dans la lutte contre les inégalités et l'amélioration de la vie des gens. C'est un des éléments qui peut contribuer à soutenir les gens, mais si on se contente de ça, en l'état actuel, on ne détruit pas ce qui abîme les gens. On travaille une fois qu'ils sont abîmés. Et c'est d'ailleurs un des problèmes du travail social, aujourd'hui en tout cas, parce que historiquement, le travail social, donc là je le dis au sens large, hein, ceux qui sont plutôt dans le socioculturel, on va dire qu'ils rentrent dedans, dans les du pop on rentre dedans. Historiquement, le travail social, il a deux jambes. Il en a une qui est celui sur la prévention et le travail sur les groupes, sur les gens dans l'état dans lequel ils sont. Et la deuxième jambe du travail social, normalement, c'est de s'attaquer aux causes de ce qui arrive aux gens. Sauf qu'aujourd'hui, du coup, s'attaquer aux causes, ça veut dire changer la société, changer le monde. Dit comme ça, la plupart d'entre nous, aujourd'hui, avons renoncé à la mission transformatrice du travail social. On n'y croit plus. Et dans la culture, c'est pareil. La culture, c'est un des éléments. Mais peu de gens... alors, des envolées poétiques et lyriques sur la culture qui va changer le monde, ça, on en a plein, on est d'accord. Hein, je ne parle pas de celle-là. Hein. C'est la culture qui se pense comme un des instruments d'une perspective de transformation sociale ou révolutionnaire ou d'émancipation. Dit comme ça, on ne l'a plus nécessairement. Et je pense qu'on est aussi dans une période, clairement, où collectivement, quels que soient les rapports de domination sur le capitalisme, sur le racisme colonial, postcolonial, l'impérialisme, vous voterez les mots que vous voulez, ou sur le patriarcat, quels que soient les modes de domination, on est dans une période où, pour le coup, permettez-moi de le dire comme ça, la culture dominante, les savoirs dominants, qui sont aussi la culture des dominants et les savoirs des dominants, ont réussi à nous mettre dans la tête que l'ordre établi tel qu'il était aujourd'hui n'est pas changeable. Et ça, on y croit. Et à force de l'entendre, et à force nous-mêmes de véhiculer des outils de culture qui nous répètent ça, on finit nous-mêmes par intérioriser le fait que ça n'est plus possible. Et après, on va s'étonner que dans certains publics, les dominés se révoltent comme ils peuvent, y compris dans des formes terribles parfois. Et je pense que c'est notre responsabilité, là je m'adresse du coup aux professionnels et pas seulement aux citoyens, de capter que on a aussi un rôle, nous, de se remettre en mouvement pour produire de la transformation sociale, y compris dans nos propres métiers. Est-ce que je peux vous donner un exemple de comment ça se passe, la transformation pas qu'une action qui se contente d'accompagner l'injustice, mais qui essaye d'aller un cran au-dessus. Une expérience que j'ai pu voir dans un travail de promotion de la santé en Belgique. Les gens constatent les indicateurs, les gens sont malades, les gamins ont des maladies pulmonaires, il y a plein de problèmes d'indicateurs santé. Bref, c'est ce qu'on va constater tous quand on est dans les quartiers populaires. Ils font une démarche de santé communautaire ou d'éducation populaire ou de redonner la parole aux gens. On mettra le mot théorique qu'on veut, on s'en fout. Le principe, c'est qu'ils demandent aux gens de faire le constat. Vous savez, on dit méthodologie de projet, diagnostic ascendant, tout ça, vous voyez de quoi je parle. On associe les gens au diagnostic, à la méthodologie du travail social. Bref, on arrive, on dit qu'est-ce qui ne va pas dans le quartier, on fait la liste, et puis après on dit qu'est-ce qu'il faudrait faire. Sauf que les gens ne disent pas bonjour, on souhaiterait avoir des séances de sensibilisation sur comment on fait pour manger 5 fruits, 5 légumes par jour, parce qu'on est des gueux et on ne sait pas bien manger. Non, les gens, c'est pas ça qu'ils ont dit. Les gens, quand ils ont dit pourquoi les gamins du quartier sont plus malades, ils ont fait c'est clair, vous avez vu l'état du logement, c'est insalubre, c'est humide, ça pollue nos vies et ça abîme la santé de nos gosses. Et là, les travailleurs sociaux, normalement, ils font s'attaquer aux bailleurs, aux politiques pour rénover le logement et faire en sorte que vos gosses soient plus malades. Ah, on peut pas, c'est de la politique là. La méthodologie de projet, elle s'arrête. Sauf que là, non, en fait, les gens ils ont dit on continue la méthodologie de projet.
Comment on va faire maintenant vu qu'on a identifié le levier d'action pour améliorer la santé des gens, comment on fait pour y aller? Et ils ont déroulé le fil et ils ne se sont pas arrêtés là. Je ne vous fais pas tout le scénario parce qu'il est compliqué, il y a des rebondissements, il y a des... mais du coup, en tout cas, il y a du rendez-vous avec le bailleur et du rendez-vous avec l'élu à la ville qui est chargé des questions de respect de sécurité et des respects sanitaires, des normes du logement. Le bailleur vient en première réunion jusqu'à ce qu'ils disent « on vous a écouté, oui, on va ouvrir une commission et puis on verra ». Les travailleurs sociaux ne sont pas arrêtés là. Puisque les gens ont dit « vous voulez vous arrêter là ?» Ils ont dit « non, on se fout de notre gueule ». Ok, vous voulez faire quoi? Et donc, à chaque fois, ils renvoyaient la balle. Puisque par les commissions, les courriers, ça suffit plus, il y a des gens qui ont dit va falloir qu'on fasse une manif. C'était pas des syndicalistes révolutionnaires, les travailleurs sociaux. Hein. Ils ont juste dit je constate comme vous que les tuyaux classiques institutionnels de résolution des problèmes ne marchent pas. Donc, on sort des tuyaux. Et ils sont passés par la manif. Bref, ils sont passés par plein de façons de faire différentes. En tout cas, qui ont reforcé les bailleurs à un moment donné à prendre leurs responsabilités, qui ont forcé les politiques à reprendre leurs responsabilités, à revenir autour de la table. Bilan, je ne vous fais pas tout le truc, mais en tout cas, à la fin, oui, les logements de ce quartier-là, ils ont été rénovés et ils sont rentrés dans le cadre des indicateurs légaux de consignes de sécurité, etc. Donc là, à un moment donné, en fait, on avait des travailleurs sociaux, qui faisaient leur travail de base, j'agis sur les individus. Mais une fois que je me rends compte que les causes, elles ne sont pas qu'à hauteur des individus quand ils sont déjà abîmés, et qu'il faut que j'agisse sur les causes de ce qui les abîme, ils ne se sont pas arrêtés, ils sont allés à un niveau mezzo. D'accord? Déjà ça, vous voyez un peu le potentiel subversif qu'il y a. C'est pas énorme pourtant. J'ai repéré dans l'analyse que c'est la cause, c'est le logement. On va changer le logement. Enfin, il ne faut pas être futé, ça n'a rien de révolutionnaire et de radical, ça quand même. Comment ça, c'est pas aux normes légales? Il faut le remettre aux normes. Il y a moyen, non? Comment ça, le droit n'est pas respecté? Je propose en tant que travailleur social qu'on respecte le droit. Même ça nous est presque perçu, nous, en situation, comme étant révolutionnaire. Du coup, le problème, c'est pas la situation. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête et dans le cœur le moment où on laisse passer ça. Qu'on a accepté le moment où ça devient possible de ne pas aller au-delà. D'accord? Et du coup, le troisième niveau, normalement, du coup, là, chance, ils ont réussi à rénover. Mais en fait, c'est qu'à un moment donné, quand est-ce qu'on se réattaque dans le cadre de notre travail, le moment où on estime que c'est au niveau de l'État, des politiques publiques, du fonctionnement du marché ou autre, qu'il faut s'attaquer à la structure du système d'injustice. Et là, je vous invite juste à avoir ça comme ouverture, en tout cas intellectuelle, parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais en tout cas, il existe dans l'histoire et encore aujourd'hui, y compris dans le travail social, des gens qui s'attaquent au niveau micro, les individus, mezzo, je m'attaque aux bailleurs et aux politiques, et au niveau structurel, dans l'histoire, le travail social a aussi eu des impulsions de changement de loi, de changement des rapports de force au niveau national. On l'a fait dans l'histoire, et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe dans l'état des quartiers, ou l'état de renoncement ou d'impuissance des quartiers, ou quand des gamins veulent plus être des Lumumba, des Che Guevara, des Louise Michel, ou des je sais pas qui, avec des idéologies égalitaires, mais qui veulent juste en mode section nique tout, je veux juste avoir ma part du gâteau et cracher comme les autres, mais en tout cas vivre heureux, c'est pas les gamins qui sont achetés, c'est nos renoncements qui font que leurs espoirs ne peuvent plus renoncer qu'à ça. Plutôt survivre comme une saloperie, plutôt que de crever sans rien dire. C'est notre responsabilité à nous, en fait, qui est en jeu, quand les idéaux de réponse aux souffrances ne sont pas satisfaisants aux yeux de ce qu'on souhaiterait comme chemin qui soit plus joli. À nous de le créer, en fait, l'espoir dans des sentiers qui soient plus colorés, lumineux, sympas, ou je sais pas quoi. C'est à nous de recréer de l'espoir là où il y a du désespoir, en fait. Sinon, les dominés, ils se révoltent comme ils peuvent, et sinon, on n'est pas à la hauteur des enjeux égalitaires et d'émancipation de la société, et ils ont raison de s'émanciper, ou en tout cas de prendre leur place par tous les moyens nécessaires. Mais du coup, c'est plus nos failles en tant que travailleurs sociaux que ça interroge, et tous les citoyens en général, hein, on est d'accord, là, je prends l'exemple là-dessus. Mais du coup, le rap est parfois une excuse, un levier pour commencer à questionner d'autres choses. Dans d'autres endroits, peut-être ce ne sera pas le hip-hop, en fait, le levier de culture. Si c'est le reggae, prenez le reggae. Si c'est la chanson française, là, les gens, ils écoutent ça. Prenez la chanson française. Mais en tout cas, à chaque fois, il s'agira pour nous d'en faire un levier pour aller vers autre chose. Et en tout cas, qui répondent à ces processus d'émancipation, de réappropriation de soi. Et c'est juste pour dire que dans l'histoire des peuples, quand la situation était insupportable, les peuples ont trouvé les solutions culturelles et pratiques pour se remettre en mouvement et transformer la situation. Peut-être que si nous, juste, on bute, il faut simplement qu'on se remette en mouvement et à marcher, parce que les solutions, pour le coup, on a l'intelligence collective de les trouver, ces solutions. Individuellement, on ne vaut pas grand-chose. Mais quand on s'additionne tous
sur nos feelings, nos flairs, nos savoirs populaires conscientisés, ou même j'ai du savoir, j'ai la solution, mais je ne savais même pas que je l'avais. Mais c'est dans cette intelligence collective qu'on a cette capacité de produire. Et puis voilà, quoi, en fait, je sais pas, le difficile, c'est ce qui peut être fait tout de suite, l'impossible, c'est ce qui prend un peu plus de temps, quoi, c'est tout. Merci. Merci. J'espère que ça a été pour vous. Je voulais remercier Mixar pour l'organisation. J'espère que ça a été pour vous. C'est pas facile de notre part de parler d'un sujet aussi large. On a choisi de faire du temps de parole court pour avoir pas mal d'échanges. Je pense que c'était mieux comme ça. Et on se voit samedi pour celles et ceux qui seront là et qui sont preneurs de loi, qui sont de loi. Et d'ici là, kiffez bien la fin du festival. Bon courage à tous.